Jet 583, last day star, runway 26 left. The frequency is 12547. The rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Working on it. 583, last day star, runway 26 left. Radio now. No Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 13e épisode de Ground Frequency, 13e un peu un hors-série, un numéro spécial parce que comme vous l'avez remarqué, on n'est pas jeudi, il est bien 20h mais on n'est pas jeudi, on est samedi, parce qu'on ne pouvait pas louper cette occasion un petit peu de parler fusée. Et donc pour ça je suis accompagné d'Antoine. Salut Antoine. Salut Joris, bonsoir à tous, merci de nous suivre en cet horaire inhabituel pour Ground Frequency et on a hâte de vous partager plein d'informations sur le spatial aujourd'hui. Tout à fait, c'est le thème de l'émission et donc je te laisse présenter notre invité. Et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Masson. Donc bonsoir Frédéric. Bonsoir. Donc tu es ingénieur au CNES et tu as participé à de nombreux programmes spatiaux ces dernières années. Donc du côté du CNES, Ariane 5, des avant-projets, Ariane 6, avec un focus sur la propulsion liquide, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Donc voilà, bienvenue à toi dans l'émission. On a hâte de voir ce que tu as à nous raconter. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. On va pouvoir revenir sur les points que j'ai cités donc, dans l'interview. Mais en introduction, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur le lancement à venir d'Ariane 6 ? Voilà, il y a peut-être un petit peu d'excitation, il y a encore quelques questionnements, il y a encore des... Voilà, quel est ton état d'esprit ? Donc je rappelle, pour l'instant, c'est prévu pour le 9 juillet, lancement d'Ariane 6. Oui, voilà, c'est le 9 juillet et ça a l'air de tenir. Du coup, la veille du lancement, c'est de l'impatience, de l'excitation, un peu d'appréhension. On croise tous les doigts. Voilà. D'accord. Petite question introductive, ça représente combien d'années de travail pour le CNES et même pour toi, personnellement, à Ariane 6 ? Alors, à Ariane 6, j'y suis depuis un peu plus de 5 ans. Ouais. Mais j'ai pris le projet en cours de route et j'ai peur de ne pas savoir exactement la durée du développement, 9-10 ans, quelque chose comme ça. Ouais, une bonne dizaine d'années Oui. quoi, d'investissement. Donc ouais, il y a des raisons d'avoir hâte et d'être même un peu anxieux, mais bon, on reviendra dessus. Et tu n'es pas le seul du coup dans cet état d'excitation et d'un petit peu d'impatience. J'imagine toutes les personnes depuis 10 ans qui travaillent dessus d'avoir hâte de voir leurs bijoux s'envoler. Oui, les agences spatiales, D'accord. l'industrie, tout le monde est très impatient. D'accord. Ouais. Et tu nous disais en off que tu vas du coup partir prochainement sur place pour préparer le lancement, c'est ça ? Oui, Dans c'est ça. D'accord. Je pars dans 2 semaines pour ce lancement qui est le 9 juillet. Donc, et pour le lancement, je serai à la Montagne des Pères, à la station Gallois. C'est des grandes antennes qui suivent le lanceur une fois qu'il a décollé. D'accord. Et dedans, il y a un petit bâtiment où on va suivre en direct les évolutions de ce qui se passe à l'intérieur du lanceur. D'accord. La pression, température, vitesse de rotation des pompes, ce genre de choses. Donc tu seras aux premières loges en plus. Voilà, je serai aux premières loges pour voir ce qui se passe. Oui. D'accord. Très Ok, bien. super, bon, on va revenir dessus évidemment. Pour commencer, pour introduire un petit peu cet épisode, comme d'habitude, une petite revue de presse. Antoine, tu reviens sur les actualités de ces quelques derniers jours au sens large. C'est ça. Et écoute, c'est parti. On en a fait une jeudi, mais vous avez le droit à Voilà. 2 revues de presse dans la Un semaine. petit complément. On n'avait pas fait d'émission pendant un mois, donc voilà, c'est double revue de presse pour cette semaine. Alors je vais commencer avec une petite news à propos d'Airbus, et donc de son avion l'A321 XLR, qui donc devrait décrocher prochainement sa certification. Donc on a pu voir que ça devrait arriver dans l'été. Alors l'A321 XLR, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est, je cite cet article, une version survitaminée du monocouloir de l'avionneur. Donc survitaminé pourquoi ? Eh bien, il va être capable d'assurer des vols long courriers. C'est la première fois qu'un avion qui était initialement prévu pour faire du moyen courrier va se retrouver à faire des vols très très longs. Donc ça a demandé beaucoup de travail côté Airbus. C'était pas juste on met un petit peu plus de carburant, on enlève quelques sièges et on va à l'autre bout de la planète avec le même avion. Ça a nécessité un long processus de développement. Faut savoir qu'il l'avait annoncé au Salon du Bourget avant le Covid. Cet avion, donc ça commence à remonter un petit peu. En particulier, ils ont des petits problèmes au niveau de en tout cas, ils ont dû mettre plus d'efforts dans la certification d'un réservoir supplémentaire qui est donc situé dans le fuselage.
Voilà, mais ils arrivent au bout de ce processus puisque cet avion devrait être certifié par l'EASA et par la FAA, donc les entités de certification européennes et américaines, dans l'été. Donc c'est assez large. Est-ce que ça va être dans les prochains jours? Est-ce que ça va être dans un mois? On ne sait pas. Toujours est-il que c'est très du côté très attendu du côté d'Airbus, mais aussi des clients, puisqu'il faut savoir qu'il y a 550 commandes qui ont été passées par plus de 25 clients. Donc avant même son entrée en service, il est vraiment très attendu par les différents opérateurs. C'est effectivement un avion qui est susceptible d'un peu de révolutionner la structure des compagnies aériennes majeures aujourd'hui, qui fonctionnent autour de hubs. Et donc forcément, si on va aller d'une ville secondaire à une autre ville secondaire, il faut forcément passer par le hub de la compagnie, l'aéroport principal. Avec cet avion, ils pourront lancer des lignes un petit peu de ville secondaire à ville secondaire, du Bordeaux-Phoenix, par exemple, ce genre de choses. Ce sera enfin rentable et faisable. Et avec beaucoup de flexibilité aussi. L'avantage d'avoir par rapport à un long courrier classique avec beaucoup plus de passagers qui peut des fois être plus compliqué à remplir aussi. Là, ils s'affranchissent de ça. C'est tout l'intérêt. Voilà. Les personnes qui travaillent chez les compagnies aériennes, ils voient un intérêt. Tout à fait. Et donc pour information, donc sur l'A321 XLR, j'ai pas précisé, c'est pour extra long range. Donc c'est vraiment la version avec beaucoup de distance franchissable, pour le dire en bon français. Le premier exemplaire, il va être livré à la compagnie Iberia, donc avant la fin de l'été. Donc l'avion, il est prêt, ils attendent vraiment plus que le feu vert des autorités de certification pour envoyer l'avion chez Iberia, qui sera la compagnie de lancement. On imagine qu'ils vont l'annoncer en grande pompe et vous pourrez suivre tout ça sur le réseau, j'imagine. Compagnie majeure espagnole. Tout à fait. Ouais, précis. Et ben, on va pouvoir passer au deuxième article. Et ben, je reste sur Airbus avec quelque chose d'un petit peu particulier. Donc, vous allez voir à l'écran une image d'un camion d'Airbus. Donc, je cite cet article qui le décrit comme un camion proche de l'agence Tourisque, mais qui est équipé d'un attirail digne de celui de l'émission C'est pas sorcier. Donc, voilà, ce camion, il s'appelle Optimate, c'est par Airbus, et vous le voyez actuellement sur une piste. Et du coup, un camion sur une piste, ça sert à quoi? Eh ben, écoute, Joris, sache que c'est pour mettre au point des solutions de roulage automatisé. Parce qu'effectivement, les avions, pour ceux qui auraient pris l'avion à Roissy, savent que le roulage, ça peut prendre des fois beaucoup de temps. Certains aéroports, c'est 20 à 30 minutes. Et avec la congestion des aéroports, ça peut potentiellement amener de plus en plus d'incidents, des avions qui passeraient trop proches les uns des autres, ou même des collisions. On en voit déjà assez régulièrement dans la presse en général. Tiens, tel avion est rentré en collision parce qu'ils sont mal compris, que ce soit les pilotes, le contrôleur. C'est quand même des phases, c'est plus critique qu'il n'y paraît. Il n'y a pas que l'atterrissage, le décollage. Le roulage, il y a quand même beaucoup d'autres appareils. Il y a de la charge mentale pour le pilote, beaucoup de charge de travail au moment de cette phase. Donc Airbus a adapté ce camion via le service dédié au développement de nouveaux projets chez Airbus qui s'appelle Airbus Up Next. Voilà, ils essaient d'étudier toutes les technologies de rupture avec cette entité. Et donc l'idée, c'est que dans ce camion, ils ont reproduit le cockpit d'un A350 et ils vont faire des essais de roulage plutôt que de le faire avec un avion. Ils vont le faire sur une piste. Tu vas survivre, Antoine. Je vais y arriver. Sinon, ça va être compliqué à la fin de l'émission, mais c'est bon, tout va bien. Et voilà, l'idée, c'est de tester avec un camion toutes les technologies, toute l'avionique qu'il pourrait y avoir dans un vrai avion, pour ensuite proposer une aide aux pilotes pour les phases de roulage à l'avenir. Ça va pas arriver demain, c'est des processus qui sont vraiment très longs, mais ils ont trouvé un bon moyen de tester à un moindre coût aussi toutes ces technologies. Voilà. Ah, super, merci pour cette info. Donc à suivre, si jamais vous le voyez, je ne sais pas sur quel aérodrome il est en test actuellement, mais vous saurez de quoi il s'agit. On passe à une news plus aviation générale, avec une nouvelle qui va ravir tous les pilotes d'aéroclub et tous les présidents d'aéroclub ou tous les propriétaires d'avions, avec entre autres, du coup avec cette nouvelle à propos des longerons, des Robins DR400. Donc j'imagine que vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps sur le DR400, qui est un avion mythique des aéroclubs français, qui vraiment a une place centrale dans la flotte des aéroclubs. Et bien il se trouve que cet avion avait une restriction de navigabilité, dans le sens où il était nécessaire d'inspecter très régulièrement des longerons. Donc les longerons, c'est une pièce structurelle de l'aile des avions. Et il y avait des restrictions aussi sur la vitesse maximale qu'on pouvait atteindre avec cet avion. Et c'était assez handicapant pour les aéroclubs, ça faisait des coûts de maintenance en plus. Il y a une petite inquiétude sur est-ce qu'on va avoir besoin de changer des pièces majeures à court terme, est-ce que ça va s'user plus vite. Enfin, il y avait beaucoup de questionnements des aéroclubs. Et la bonne nouvelle, l'EASA vient de lever toutes les restrictions sur le longeron. Il y a pas de... Voilà, ils ont enquêté en échange avec Robin aussi. Bon, alors ça a changé beaucoup de noms, je vais garder Robin, mais en échange avec eux pour s'assurer qu'il n'y avait pas de soucis.
Et donc là, toutes les restrictions ont été levées. Alors à savoir que Robin avait mis la clé sous la porte et l'activité, alors on a les infos un peu au compte-gouttes, mais l'activité sera en cours de reprise par l'entité qui s'appelle CEAPR. Donc voilà, la production qui s'était arrêtée a apparemment repris et finalement notre avionneur d'aviation générale français devrait renaître de ses cendres. Très prochainement, ils vont même pouvoir, maintenant que ces problèmes sont résolus, relancer les activités de R&D, etc. Et ben, on continuera de suivre ça dans tes revues de presse habituelles. Tout à fait. Avec plaisir. Je pense qu'on est tous très attachés à ces chers Robins qu'on voit tous de temps en temps au-dessus de nos têtes. Une petite dernière news pour finir cette revue de presse sur le spatial, avec une start-up qui s'appelle IonX. Alors est-ce que ça se dit IonX? Je ne sais pas, je ne la connais pas très bien, mais j'ai vu cet article qui m'a intéressé. Mais on va dire IonX en bon français. Je vais pas dire YonX. YonX. YonX, en fait. Ouais, je sais pas. On pourra leur demander. On pourra les recevoir peut-être dans Grande Fréquence. Éventuellement. Mais donc cette start-up a été lauréate d'un appel à projet qui s'appelle Première Usine, donc en Île-de-France, et ils ambitionnent industrialiser d'ici fin 2025 une technologie innovante de propulsion ionique pour mini-satellites. Voilà, je l'ai dit. Donc l'idée, c'est de produire une solution qu'ils ont développée et qui est maintenant assez au point pour passer à l'étape de la production en série. Et l'idée, c'est de trouver un site en Île-de-France, puisque ça a été un appel à projet vraiment de l'Île-de-France, et de lancer cette activité très prochainement. Donc là, ils sont en cours de signature pour avoir les travaux et la construction de leur usine. Donc voilà, une start-up qui a été assez rapide dans son développement et devrait pouvoir proposer une propulsion pour les tout petits satellites. Donc voilà. Tout à fait. Vous pourrez en lire plus dans l'usine nouvelle, si je ne m'abuse. Merci beaucoup Antoine pour cette courte mais intéressante revue de presse. Quelques articles. On va pouvoir repartir un petit peu sur le sujet principal de l'émission hein, et ce pourquoi notre invité est là, c'est-à-dire Ariane 6. Je te laisse la main avec tes nombreuses questions. C'est ça, c'est préparé. On a un long moment devant nous, donc n'hésitez pas dans le chat d'ailleurs si vous avez des questions, parce qu'on a notre petite file d'interview, on a plein de sujets, mais on n'a peut-être pas pensé à tout, donc si vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Donc Frédéric, merci d'être avec nous et prêt pour l'interview, c'est bon? C'est bon, c'est prêt. Alors on va commencer si ça te va par un petit retour en arrière. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours avant d'intégrer le CNES et nous dire un petit peu plus sur comment est née ta passion du spatial? Voilà, où tout a démarré. Oui, bon, ma passion du spatial, c'est un rêve d'enfant, comme beaucoup d'ingénieurs du spatial, je pense. Bon, je regardais les splendides photos de planètes du système solaire prises par Voyager. Je regardais les films de science-fiction. Il y avait un beau bouquin à la maison sur les astronautes. Enfin voilà, tout ça. Et puis, j'étais pas sûr d'avoir l'occasion d'y travailler dans le spatial quand je suis sorti de mon école, parce que le marché de l'emploi était pas génial à ce moment-là. Mais bon, j'ai commencé par autre chose, mais quelques années plus tard, le CNES m'a donné ma chance. Et puis j'en étais très heureux. Voilà. Donc tu as commencé un petit peu ça dans l'aéronautique, quelques années, et après dès que tu as pu, tu as enchaîné sur le CNES. Ouais, c'est ça. D'accord. J'ai commencé chez Thermodyn. C'est une boîte qui est au Creusot et qui fabrique des compresseurs, des turbines industrielles. Ok. Il en faut, effectivement. Oui, c'est une belle boîte. Hein. Ensuite, je suis passé à Turbomeca, qui s'appelle maintenant Safran Helicopter Engine, qui développe, qui fabrique et qui teste des moteurs d'hélicoptères. Super site, c'est à la campagne, et c'est au pied des Pyrénées. À Bordes, du coup, c'était c'est à Bordes, voilà, Bordes, ouais. À côté de Pau. Ouais. Voilà. Pour les jeunes ingénieurs, je conseille. Et puis après, j'y suis resté 7 ans, et après c'était le CNES, et je suis au CNES depuis 15 ans maintenant. D'accord. Et tu as eu toujours cette passion pour le spatial à continuer en arrière-plan, même quand lors des premières expériences, tu continuais de suivre un petit peu les lancements, en tout cas de te renseigner sur le sujet, ça c'est vraiment quelque chose qui a guidé dans la vie perso. Je me tenais au courant avant de l'intégrer professionnellement, oui. D'accord, donc c'est pas en arrivant au CNES, d'un coup tu t'es dit, mais au fait le spatial j'aimais bien ça avant, là c'est bon, je me remets dedans. Non, j'avais très envie d'aller dans le spatial et d'entrer au CNES en particulier. D'accord. Et ben on va en arriver là. Donc tu intègres le CNES. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça s'est fait? Quelles ont été tes premières missions? Voilà, tu es arrivé là-bas, tu as été embauché pour un sujet en particulier. Quelles ont été tes premières missions avec le CNES? Ouais, ma première mission c'était sur Ariane 5. Du coup j'étais spécialiste de l'étage supérieur, l'étage cryogénique supérieur. D'accord. Voilà, et puis au début c'était un peu du suivi de production.
Alors, les lanceurs, il n'y en a jamais de pareil. Il y a des dispersions de production et il y a des petits faits techniques, des petites particularités à chaque lancement. D'abord, ces particularités, elles peuvent être vues pendant les essais de réception du lanceur. Et ensuite, une fois que le vol est fait, on examine tout ce qui s'est passé et on voit s'il y a eu des particularités aussi, des anomalies, des choses un peu bizarres et imprévues. D'accord. Voilà, donc il faut analyser tout ça, comprendre ce qui s'est passé, la cause de l'anomalie, décider s'il faut changer quelque chose ou si on peut continuer comme ça. La plupart du temps, c'est pas grave et on peut continuer comme ça. À certains moments, il y a des petites choses à changer, à affiner. D'accord. Donc l'idée, c'était à la fois de regarder, une fois que c'est produit, vérifier que on est assez confiant en fait que ça va voler correctement. Ouais. Par contre, et analyser après, vraiment la donnée de vol en fait, vous regardez quoi, le lancement, les phases dans l'atmosphère, vous regardez vraiment tout. Est-ce qu'il y a des passages un petit peu plus qui t'intéressaient plus, comme c'est l'étage supérieur On regarde un petit peu tout, mais de mon côté, c'était plutôt pression, température, niveau dans les réservoirs. Et puis voilà, et puis dans le système de pressurisation. D'accord. Et puis le comportement du moteur, ce genre de choses. Ok, Voilà. on a peut-être une petite vidéo d'Ariane 5 à vous montrer en parallèle de notre discussion, puisque donc c'était la première fusée sur laquelle tu as travaillé. Ouais. Est-ce que du coup tout ce temps où tu travaillais sur Ariane 5, tu travaillais donc pour le CNES et tu allais régulièrement à la fois directement sur les sites de lancement, ou est-ce que tout se faisait à distance, on va dire en quelque sorte? Est-ce que vous receviez les données et tu étais dans un bureau à Paris? Comment ça se passe un petit peu cette organisation parce que c'est à l'échelle mondiale, le spatial, on envoie les fusées à l'autre bout de l'Atlantique. Il y a des dépouillements du vol immédiat, juste après le vol en Guyane. D'accord. Et après, il y a ce qu'on appelle niveau 0, niveau 1, et ça c'est plutôt en Europe que ça se passe. Voilà. D'accord. Du coup, c'était chez Ariane Espace, et puis à Vernon et au Muro. Ok. Voilà. D'accord. Et à cette époque, le site du CNES et le site d'Ariane Espace étaient le même. Du coup, voilà. C'était pratique pour échanger. Oui, c'était pratique pour échanger. Voilà. D'accord. Et donc au niveau d'Ariane 5, tu es arrivé, le produit était... Donc il y avait quand même des écarts, mais ça faisait déjà un bon moment qu'elle volait, vous étiez assez confiant à chaque fois. Il y a des petites modifications, ou est-ce que ça a été la même fusée tout le long, ou est-ce que tu es arrivé à un moment où il y a des améliorations sur Ariane 5 peut-être? C'était assez bien rodé. Hein. Okay. À Ariane 5 ECA, quand je suis venu dessus, okay. Il y avait quelques anomalies, mais c'était... ça remettait pas en cause la conception du lanceur. Il n'y avait pas grand-chose à modifier. Voilà. D'accord. C'était important de toujours savoir que c'était pas trop grave, qu'on pouvait aller au vol suivant. Il y avait toujours cette attention à avoir, mais c'était pas la période héroïque des premiers vols où les gens découvraient tout et puis il y avait encore des modifications significatives à faire. C'est un lanceur qui a connu quand même très peu d'échecs, Ariane 5 si je ne m'abuse, donc plutôt fiable. Oui, tout à fait. Bon, il y a eu des échecs au départ, et puis après, il y a eu un enchaînement de pratiquement 100 vols d'affilée sans aucun problème. Ce qui est énorme. Ouais. Ce qui est une très bonne fiabilité, oui. Ouais. Une petite fierté du coup en plus pour Ariane, le CNES, voilà, tous les acteurs. Ouais. C'était un très bon lanceur, très fiable, qui a eu un certain succès commercial aussi. Et on espère avoir le même succès avec Ariane 6. Bah, évidemment, on le souhaite. Et donc pour se faire un petit ordre de grandeur, t'as vu combien de lancements en tout? Pas vu les lancements, mais du coup tu as été amené à en suivre. C'est quoi? C'est 20 lancements? C'était beaucoup plus que ça dans le temps de ta première mission? On va dire une vingtaine de lancements à vue de nez. Ouais, okay. Quelque chose comme ça. Donc ça faisait quand même pas mal à chaque fois d'analyse. T'as pu voir pas mal de situations différentes. Et maintenant pour Ariane 6, d'avoir ce retour d'expérience là, ça t'aide un petit peu au quotidien ça apporte un petit peu de background, mais Ariane 6 c'est quand même très nouveau. Okay. Et oui, mais c'est intéressant d'avoir eu cette expérience Ariane 5. Ok. Et on va passer du coup à la deuxième mission. Tu as ensuite enchaîné avec les avant-projets. Ouais. Donc ça a été, si je me trompe pas, ta deuxième mission au CNES. Alors comment ça s'est fait? Est-ce que dès ton arrivée au CNES, tu avais déjà cette envie d'anticiper la suite, d'avoir plutôt les projets du futur, d'être dans le développement plutôt que dans le suivi des lancements? Dans quel état d'esprit tu étais? Qu'est-ce que tu avais envie de faire? J'avais plutôt envie de développer des lanceurs quand je suis arrivé au CNES. C'était ça que j'avais envie de faire. À côté d'Ariane 5, le suivi de production, il y avait un développement qui commençait, c'était Ariane 5 ME,
ME pour Mid-Life Evolution. On prenait Ariane 5 tel quel et puis on modifiait juste l'étage supérieur pour le rendre allumable. On l'équipait du moteur Vinci pour ça. C'était un nouvel étage. Tout le reste restait pareil, mais l'étage supérieur changeait. Du coup, j'ai fait quelques années là-dessus. Et puis, le développement s'est arrêté pour laisser la place à Ariane 6. Voilà. Et au début d'Ariane 6, je suis passé aux avant-projets à ce moment-là. D'accord. Et les avant-projets, c'est s'occuper de l'avenir à moyen ou à plus long terme. Et ça aussi, ça me plaisait bien, ça me branchait bien. En tant que féru de science-fiction, travailler à l'avenir du spatial, ça me parlait. D'accord, donc voilà, on t'a proposé directement. Pour se faire une petite idée, tu étais intégré donc, dans une équipe, tu étais responsable d'un projet, tu collaborais plutôt sur des parties spécifiques. Voilà, quels étaient un petit peu les projets auxquels tu as contribué et quelles étaient tes missions sur ces projets? Alors, j'étais ingénieur projet, du coup je passais des contrats, je définissais des études à faire, je le suivais, j'acceptais les résultats. D'accord. Et puis il y avait des spécialistes techniques au CNES qui suivaient aussi ces sujets et pour apporter une expertise technique au déroulé. Voilà. Et du coup, on passait des activités. Alors, il y avait des activités qui étaient purement internes CNES. On faisait des études purement internes CNES. Par exemple, il y avait un avant-projet qui s'appelait Ariane Ultimate, un lanceur avec un carburant très innovant et d'un seul étage, qui permettait d'aller dans l'espace en une seule fois. Voilà, ça c'était une étude purement interne CNES. Et puis, qui n'a a priori pas abouti. Le carburant est toujours en cours de développement. Okay. Du coup, c'est pour plus tard. Donc pourquoi pas voilà, effectivement, c'est vraiment le futur moyen long terme spatial. Ouais. Il y avait une collaboration internationale dans le cadre de l'Union européenne pour faire un vaisseau spatial à propulsion nucléaire. D'accord. Voilà. Il y avait une collaboration avec Reaction Engine. C'est une boîte qui est à Oxford, en Angleterre, et qui développe des réacteurs très innovants, capables d'aller à des vitesses très supérieures aux turboréacteurs actuels. Voilà. Et on a vu si on pouvait faire un hybride, une fusée un peu hybride qui utiliserait ces turboréacteurs à la place d'un moteur fusée. D'accord. Donc là, c'était vraiment sur les lanceurs, voir un petit peu différent, soit améliorer Ariane 5, soit avoir un concept complètement nouveau. Ouais. Et tu parlais pas vraiment, enfin, c'était assez détaché d'Ariane 6. Pour le coup, c'était très détaché d'Ariane 6. À part. C'était deux branches, c'était pour même l'après en fait. C'était l'après Ariane 6. Okay. Oui. Il y avait des études sur les lanceurs réutilisables, évidemment. On en reparlera sans doute après. Il y avait beaucoup de systèmes orbitaux comme des Space Tug. Les Space Tug, c'est des robots qui peuvent se déplacer dans l'espace pour apporter du service aux satellites, les déplacer, remplir son réservoir quand il n'y a plus de carburant, réparer le satellite, ce genre de choses. Donc concrètement, est-ce qu'ils ont par exemple un bras pour pouvoir aller s'arrimer? Comment ça se passe? Ils ont un bras, ils peuvent s'arrimer, ils peuvent aller changer une pièce, ils peuvent... Il y a différentes interfaces possibles, ça peut être un bras robotique, c'est une possibilité. Du temps de la navette. Comme du temps de la navette Oui, comme du temps de la navette, oui, tout à fait. Mais là, c'est des systèmes totalement automatisés qu'on étudie. Et moins puissant que la navette. Ouais, faut que ça tienne dans un satellite, j'imagine. Voilà. D'accord. Et souvent, c'est à propulsion électrique, comme ce que propose Ion X, dont tu parlais tout à l'heure. D'accord. Voilà. Et même, par exemple, remettre sur une orbite, c'est des choses qui auraient été possibles. Il suffisait de s'accrocher au satellite, remettre les moteurs et le repositionner le satellite. Oui, voilà, c'est l'idée. C'est des choses comme ça. Ok, donc un petit remorqueur spatial. Voilà, un petit remorqueur un dépanneur, vraiment, qui fait tout, quoi. Voilà, exactement. Okay. Ça peut être très multifonction. Pour nettoyer les débris spatiaux aussi, ça peut être intéressant. Okay. En plus, il y a un gros marché, j'imagine qu'il y a plein de satellites qu'on a lancés il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, qui sont peut-être en fin de vie, et ils sont encore en très bon état, il suffirait de remettre du carburant, et ils pourraient durer encore quelques... Oui, ça ils ne sont pas complètement obsolètes au niveau de la technologie. Il y a des satellites qui ne sont pas complètement obsolètes, et si on remet du carburant dedans, ça peut peut-être tenir un peu plus longtemps. D'accord. C'est pas tous les satellites qui sont concernés, mais on estimait qu'il y avait un marché là-dessus. Ok, donc un petit remorqueur. Et pour rester sur donc la propulsion, il me semble, on avait donc parlé un petit peu en préparant cette interview. Ouais. Est-ce que tu avais travaillé un petit peu aussi sur l'étage supérieur d'Ariane 6 aux avant-projets, rapidement, juste sur la propulsion, le nouveau type de propulsion de cet étage, ou c'est arrivé juste après? Ariane 6 est arrivé après. D'accord. Vraiment, mon poste aux avant-projets, d'accord. Ariane 6 n'était pas dans le périmètre. Ok.
Donc ça marche. Je crois qu'on a vu un petit peu tous les projets. Ouais, c'est pas exact maintenant que j'y pense. J'ai fait pas mal d'avant-projets. Ok. Et du coup, il y avait effectivement un avant-projet de Kickstage. Les Kickstage, c'est des étages supérieurs qu'on met au sommet de la fusée. D'accord. Le satellite est branché à ce Kickstage. Et ça fait un étage supplémentaire à la fusée pour pouvoir propulser des plus gros satellites ou les amener plus loin. Voilà, il y avait ce type d'avant-projet que j'ai fait aussi. Donc là, c'est vraiment juste la dernière étape. C'est juste sous le satellite, un petit coup de boost pour l'emmener un petit peu. Okay. Un petit coup de boost final. Voilà, c'était avec Ariane Group qu'on avait fait cette étude. Et pour parler un petit peu en répartition, tu parlais de passer des contrats. Donc en fait, l'idée, c'était de définir, de vraiment cadrer un petit peu l'étude, voir les axes qui étaient à explorer. Concrètement, c'est se dire, je pense que ça va vous prendre tant de temps et j'aimerais bien qu'au niveau des résultats, ce soit ça. Comment ça se passait du coup dans les échanges? Il y avait des appels d'offres ou est-ce que c'était tout un petit peu... c'était en partenariat avec avec Ariane, avec d'autres? Comment ça se passait un petit peu ces relations c'est très mixte pour lancer l'étude. D'abord, il y a des appels à idées au CNES où tout le monde peut candidater. Et dans ce cas-là, l'industrie ou des laboratoires nous proposent des sujets d'études, donc on peut prendre tel quel. Pour d'autres sujets, c'est au CNES que naît l'idée. Voilà. Et après, il faut aller chercher des laboratoires ou des industriels qui sont intéressés par ça. D'accord. Voilà. Et puis après, il y a les choses un peu plus mixtes où le contenu de l'étude est décidé en concertation entre le CNES et puis le contractant. Typiquement, les études qu'on passe à Ariane Group d'avant-projet, c'est un petit peu comme ça que ça se passait. D'accord. Et donc de leur côté, ils avaient en fait aussi chez les industriels, ils ont aussi des services avant-projet et vous communiquez avec eux, ou c'est à chaque fois ils forment une équipe pour répondre? Comment ça se passe? Vous aviez un peu tout le temps les mêmes interlocuteurs ou ça... Oui, on peut avoir souvent les mêmes interlocuteurs. Okay. Effectivement, ils ont des équipes avant-projet dédiées. C'est souvent pas les mêmes personnes qui s'occupent d'Ariane 6 par exemple, ou des avant-projets un peu plus à long terme. Ok. Très bien, on en apprend beaucoup sur le fonctionnement, merci beaucoup. Et tu continues de suivre un petit peu ces projets ou là, parce que du coup, comme tu es passé après sur Ariane 6, est-ce que là, ce que tu avais lancé, les études, est-ce que tu as encore pu voir un petit peu comment ça évoluait ou pour l'instant? Honnêtement, non. Ariane 6, c'est très prenant et je n'ai pas réussi à maintenir le contact avec ces études. Si ça se fait, ce sera un petit peu la surprise du coup si jamais tu vois qu'il y a des études qui se concrétisent. Voilà. Tu pourras te dire j'étais là au début. Exactement, je pourrais dire j'étais là au début. Oui. La première pierre c'était un peu toi. Je vois. Mais ces études mettent beaucoup de temps à aboutir à quelque chose de concret et c'est pas toutes les études qui aboutissent, il faut le savoir quand on est aux avant-projets. D'accord. Du coup, j'en entendrai à nouveau parler plus tard. Je pense qu'il y a le temps pour en réentendre parler. Du coup, il n'y a pas de frustration justement à travailler sur des projets potentiellement très innovants, mais où on sait qu'il y en a 1 sur 2 ou 1 sur 10 qui va aboutir. Et si, il y a de la frustration. Il y a de la frustration là-dessus et c'est bien de ne pas faire ça pendant toute sa carrière. Vie, C'est bien d'alterner entre des études un peu futuristes qui mettront beaucoup de temps à arriver et puis des choses un peu plus immédiates comme des développements lanceurs ou de l'exploitation lanceur. D'accord. Hop. On fait des petits recadrages techniques en direct. Exactement. Ok, mais c'est super intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas toute cette phase d'avant-projet en fait, dans l'industrie. Donc c'est hyper intéressant de t'avoir aujourd'hui et que tu puisses nous en parler, notamment dans le spatial. Vous ne devez pas être beaucoup quand même à travailler sur les avant-projets du c'est sûr. Du spatial. J'ai dit que c'était frustrant, mais c'est aussi passionnant. Intellectuellement, c'est très excitant d'aborder tout un tas d'études différentes et d'essayer de les porter pour qu'elles avancent et qu'elles aboutissent un jour. Oui, il doit y avoir un petit peu une ambiance start-up de nouveaux projets, des petites équipes et d'études, j'imagine. Oui, peut-être. Start-up sur le baby-foot, quoi. Ça doit être assez stimulant aussi d'avoir tout le temps ce flot d'idées qui arrive et se dire tiens, est-ce que c'est un projet, comment on lance l'étude, qui est-ce qu'on contacte, un labo, Ariane, c'était un peu... En fait, vous avez tout le temps plein d'idées et il fallait voir ce que vous en faites, quoi. Oui, c'est très stimulant. J'ai adoré faire ça. Okay. C'est une partie de ma carrière que j'ai beaucoup aimée. D'accord. Tu es resté combien de temps du coup aux avant-projets? J'y suis resté 5 ans. D'accord. Tu as eu l'occasion de tremper dans plein de projets. Ouais. Très bien. Ok. Et du coup, étape d'après? Étape d'après Ariane 6, voilà, on commence à bien cerner ton parcours et tes débuts au CNES. Alors,
avant de passage sur Ariane 6, avant, on va montrer une petite vidéo sur Ariane 6, mais avant ça, donc tu as embrayé sur Ariane 6. Quelle a été la première mission? Voilà, qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu vas travailler sur Ariane 6, t'as dit oui, et on t'a proposé de faire quoi? Alors, la première mission, elle a duré 4 ans. J'étais à l'Embedded Team. L'Embedded Team, équipe résidente en français. C'est un petit groupe d'experts des agences. Il y avait des experts du CNES, l'agence française, de l'ESA, l'agence européenne, et du DLR, l'agence allemande. Voilà. C'est une petite équipe qui est détachée dans l'industrie, qui passe 3 ou 4 jours par semaine dans l'industrie. D'accord. En général, c'est Ariane Group Les Mureaux ou Ariane Group Vernon. Et ils sont là pour apporter de l'expertise à l'industrie, faire des études du côté des agences pour vérifier certaines choses qu'a faites l'industrie et pour apporter du lien entre l'industrie et les agences. Voilà. Il y a un côté technique et il y a un côté un petit peu diplomatique, relationnel. D'accord. Donc il y a à la fois l'aide technique et du conseil, mais il y avait aussi le côté audit. Par exemple, vous pouviez être amené à consulter des résultats et mettre des recommandations ou ce genre de choses. Il y avait les deux Plutôt aspects. vérification qu'audit. Du coup, on participe à des revues, on lit les notes et les calculs nous-mêmes pour vérifier que tout est bon. D'accord. Voilà, c'est le principe des revues, il y a des gens de l'industrie aussi dedans. On fait aussi des études indépendantes au niveau des agences pour vérifier les études qu'ont faites l'industrie. L'industrie sait très bien faire ses études, mais il y a toujours des petites incertitudes dans les hypothèses qu'on prend. Et c'est souvent intéressant d'avoir un avis extérieur et indépendant pour vérifier certaines choses un petit peu, un petit peu critiques où il y a des incertitudes. D'accord. Et donc au niveau de ces revues, tu étais sur tous les sujets Ariane 6 ou est-ce qu'au niveau des experts, vous étiez répartis entre tiens, toi tu es plutôt sur cet étage et ce moteur comment est-ce que ça se répartissait au sein de cette équipe d'experts? Les sujets sont bien répartis, on ne peut pas être expert en tout. Ouais, c'est ce que j'imagine bien. Voilà. Alors de mon côté, j'avais les études système, la trajectoire, les performances, le pilotage du lanceur, les phases transitoires, les phases où on décolle et où on largue des étages, et les phases orbitales, toutes les phases de l'étage supérieur entre 2 boosts du moteur Vinci. D'accord. Voilà. C'était mon périmètre. Gros périmètre. Gros périmètre. Voilà. Gros périmètre. Sans doute un peu trop gros dans la pratique, mais au moins c'était passionnant. Voilà. Et puis j'étais coordinateur de cette petite équipe. D'accord. Voilà. Et ça a duré 4 ans. Et maintenant je suis ingénieur projet pour la propulsion liquide. Du coup, la propulsion liquide, c'est les moteurs cryogéniques et tous les systèmes fluides qui l'alimentent, le réservoir, les circuits de pressurisation, ce genre de choses. Ok, très bien. Alors, avant de parler plus d'Ariane 6, je propose qu'on regarde une petite vidéo qui est donc du CNES pour qu'on la voit. Avant d'en parler plus en détail, allons-y. On va regarder cette petite vidéo. 3, 2, 1, allumage du câble. On attend avec énormément d'impatience le prochain lanceur européen, donc Ariane 6. C'est une nouvelle génération de lanceurs et ce qui va permettre de nous donner l'accès au ciel, à l'espace. C'est une nouvelle histoire de la page du spatial européen qui s'écrit. On est très fiers d'en faire partie. Décollage imminent pour Ariane 6, le nouveau lanceur européen. Pour partager l'émotion des femmes et des hommes qui ont pris part à ce projet inoubliable, le CNES vous propose une nouvelle série de podcasts, Les Voix d'Ariane 6. Dans chaque épisode, les salariés du CNES livreront leurs témoignages sur cette aventure spatiale unique. Rendez-vous tous les mardis et jeudis à partir du 21 mai sur podcast.cnes.fr, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était une petite vidéo, comme ça on a pu voir la fusée et en plus parler donc d'un podcast que tu as fait un des épisodes. Tu as donc partagé ton expérience. C'est un petit peu plus court que ce qu'on va faire là, mais tu as donc pu parler de cette propulsion, entre autres, de tes missions de propulsion sur Ariane 6. Voilà. Voilà, donc on vous invite à aller le voir. Il y aura les recommandations à la fin de l'émission, mais on vous invite à aller écouter ce podcast, bien sûr. Voilà. Il est sur Deezer, Spotify, enfin voilà. Tout ça. Donc, je pense déjà Ariane 6, donc on a vu visuellement Ariane 6, mais par rapport à Ariane 5, par rapport à d'autres lanceurs, c'est quoi Ariane 6? C'est quoi ses spécificités? Comment tu nous le vendrais en fait?
On a peut-être une petite image en plus de tous les lanceurs Ariane en même temps pour voir les différences qui va s'afficher. Mais tu peux y aller. Ah voilà, on les voit. Au centre, c'est Ariane 5 donc. Et puis c'est les deux versions d'Ariane 6 à droite. Et du coup, Ariane 6, c'est un lanceur modulaire où on peut mettre plus ou moins de boosters sur les côtés du lanceur. Les boosters, c'est de la propulsion solide. C'est ce qui pousse beaucoup au début du lancement. Ça fonctionne 2 minutes et ça permet au lanceur de sortir le plus vite possible de l'atmosphère et de prendre une vitesse importante dès les premières minutes. Voilà, du coup c'est modulaire, du coup ça dépend du nombre de satellites et de la masse de satellites qu'on veut emporter. Voilà, du coup on va mettre 2 ou 4 boosters sur les côtés. Donc si on en met 2, ça coûte moins cher que 4. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est un avantage économique pour le coût du lancement. Oui, tout à fait. Et tout le reste est identique. Vraiment, si on choisit d'en mettre 2 ou 4, il n'y a pas de faire de grosses modifications de la fusée. Alors, il y a des petites subtilités sur les premiers vols. Tout ne sera pas tout à fait identique. C'est pas tout à fait les mêmes structures dans l'un seul l'autre. Mais c'est tout à fait... on peut dire que c'est annexe. C'est vraiment la modularité avec les boosters qui comptent. D'accord. Voilà. Du coup, j'ai une question. C'est peut-être mon côté un peu ingénieur. D'un point de vue pilotage de la fusée, c'est pas tout à fait la même chose. J'imagine 2 boosters ou 4 boosters. Il y a une question d'équilibre différent c'est pas forcément ton domaine, mais... Oui, le réglage du pilotage est un peu différent, suivant que c'est 2 ou 4 boosters. Mais les principes de pilotage, globalement, sont assez semblables. Il n'y a pas de grande différence là-dedans. C'est intéressant. Voilà. Et ce qui est très nouveau aussi sur Ariane 6 par rapport à Ariane 5, c'est l'étage supérieur. Voilà, qui utilise un nouveau moteur. Avant, c'était le HM7, maintenant, c'est le Vinci. Les réservoirs sont différents, c'est vraiment un nouvel étage. Et la grande nouveauté, c'est que c'est un étage cryogénique qui est rallumable, qu'on peut allumer plusieurs fois. Et du coup, on peut faire de nombreuses missions différentes, des missions plus variées que par rapport à Ariane 5. C'est très adapté à envoyer en orbite plusieurs satellites, parfois sur des orbites différentes. Voilà, c'est vraiment une nouveauté et un avantage d'Ariane 6. Donc, si je comprends bien, avant avec Ariane 5, on était obligé, donc une fois que le moteur a été allumé, on ne pouvait plus l'éteindre, le moteur de l'étage supérieur. Et donc on est obligé de larguer les satellites à un endroit donné. On n'allumait qu'une fois et souvent c'était pour des missions d'orbite de transfert géostationnaire pour placer des gros satellites de communication en orbite géostationnaire. Ok, d'accord. Et donc là, maintenant, on va pouvoir allumer, larguer un satellite, éteindre, larguer un satellite, rallumer, etc. Par exemple. Oui. Donc beaucoup plus de flexibilité. Voilà. Et puis c'est des orbites différentes que l'orbite de transfert géostationnaire. Est-ce que, petite question vraiment de pur néophyte, est-ce que du coup on peut lancer un satellite avec Ariane 6 sur n'importe quelle orbite, ou est-ce qu'il y a des orbites qui lui seront quand même pas accessibles malgré cette modularité ? J'ai pas d'orbite interdite qui me viennent en tête. Oui, pas d'interdiction, super. Non, on peut. Oui, je dirais qu'on peut lancer sur n'importe quelle orbite. Okay. D'accord. Oui, tout à fait. Super. Et sur le fonctionnement, parce que donc là on peut le voir, les fusées de très loin elles se ressemblent un petit peu, c'est le même nombre d'étages qu'Ariane 5, c'est le même, on va dire, fonctionnement global. Ou est-ce que le premier étage met beaucoup plus de temps à se détacher, ou comment ça se passe ? Est-ce que sur la mission en soi, ça reste un petit peu similaire sur l'enchaînement des différents largages des étages, etc. Alors, la première partie de la mission va être assez semblable. D'abord, il y a les 2 minutes pendant lesquelles à la fois les boosters solides et l'étage cryogénique du bas fonctionnent de concert. D'accord. Après, on largue les boosters solides. Après, il n'y a plus que le... On peut regarder, je t'interromps juste, on a une petite image, comme ça on va pouvoir le voir, je pense, justement des différents types de lancements. Comme ça, ce sera peut-être plus simple pour illustrer en plus. Plus parlant sur un sujet technique. Normalement, on a une petite trajectoire avec les différents. Faudra peut-être que vous zoomiez. Voilà. Bon, mais tu peux expliquer juste, les gens verront bien. Nous, on est un petit peu loin, mais bon, voilà. Du coup, tu expliquais le premier étage avec les boosters pendant donc 2 minutes, c'est ça ? Voilà, oui, pendant 2 minutes. D'accord. Après, l'étage cryogénique du bas, il va fonctionner pendant 7 minutes 30 au total. D'accord. C'était un petit peu plus long sur Ariane 5, mais l'enchaînement est un peu le même. Et après, il y a le premier bout. Après, on sépare l'étage du bas. Il n'y a plus que l'étage supérieur avec les satellites. Et il y a un premier boost avec le moteur Vinci qui va durer dans les 11 minutes.
D'accord. Voilà. Et après, il y a ce qu'on appelle les phases orbitales, où le moteur Vinci ne fonctionne pas, qui dure assez longtemps. Et au bout de ces phases orbitales, pendant ces phases orbitales, on peut larguer les satellites ou pas. Voilà. Et puis, il y a des rallumages du Vinci qui sont donc possibles. Pour la première mission d'Ariane 6, c'est des petits boosts Vinci qu'on va faire, moins d'une trentaine de secondes. Et puis, on va larguer les charges utiles après le deuxième boost du Vinci. Du coup, pour la première mission, enfin là, pour le premier vol d'Ariane 6, Oui. c'est des vraies charges utiles, enfin, il y a des vrais satellites dedans ou c'est juste des sacs de sable? Alors non, c'est pas des sacs de sable. Alors, c'est délicat d'emporter des satellites très gros et très J'imagine. chers pour le premier vol. Pour leur faire une ristourne. Voilà. Là, on a préféré embarquer une grosse douzaine de petits satellites et d'expériences scientifiques. Ok. Voilà. Donc, qui coûtent moins cher, mais Voilà, du coup qui coûtent moins cher, qui sont très intéressants et qu'on a pu embarquer assez facilement sur ce premier vol. Voilà. D'accord. Il y a des satellites d'agence, des expériences de laboratoire. Il y a des petites capsules de réentrée atmosphérique, voilà, que proposent des startups françaises en particulier. Voilà, et puis ça vient de nombreux pays européens. Voilà. D'accord. Il y en a qui Donc viennent de France, c'est quand même d'Allemagne, rempli. d'Espagne. C'est pas un vol inutile entre guillemets. Non, c'est bien rempli. C'est bien rempli. Alors, moi j'aimerais bien revenir un petit peu sur le côté vraiment ingénieur d'une fusée, parce que là on a un petit peu parlé de la séparation des différents étages, mais si tu devais, donc de ton point de vue vraiment de la conception, nous parler un petit peu des grosses difficultés, des gros enjeux, bah voilà, une fusée, ça décolle, mais qu'est-ce que ça représente? Parce que bon, je pense un petit peu que ce soit en sollicitation mécanique sur la structure, ce qu'elle va voir dans l'espace, les écarts de température entre des moteurs très chauds et l'espace où il fait quand même plutôt froid, même rien que comme tu disais, les systèmes de réservoirs cryogéniques. Donc voilà, si tu voulais nous donner peut-être quelques éléments qui pourraient intéresser. Bon, il y a des nombreux défis techniques effectivement hein, sur un lanceur. Il y a de quoi occuper beaucoup d'ingénieurs dans des domaines très différents. Je ne vais pas être exhaustif, hein, je vais donner quelques exemples de sujets que j'ai abordés moi-même. Un des enjeux au niveau du corps central, du coup avec l'étage cryogénique du bas et l'étage cryogénique du haut, c'est qu'on utilise de l'oxygène et un carburant qui est l'hydrogène, qui sont très froids. Ils sont très froids pour pouvoir les garder sous forme liquide, parce qu'à température ambiante, ils sont plutôt sous forme gazeuse. L'hydrogène, pour le maintenir sous forme liquide, il faut le refroidir à moins 250 degrés. On est près du zéro absolu. Et du coup, c'est un challenge particulier de gérer ce carburant pour le lanceur. Il faut avoir de très très bonnes isolations pour qu'il n'y ait pas de flux thermique qui rentre de l'extérieur. Il fait un peu chaud en Guyane en plus. Voilà, et puis il faut remplir avec pas mal de précautions les réservoirs pour les mettre en froid petit à petit. Entre l'assainissement des réservoirs, le remplissage, la mise en pression, c'est quelques heures. C'est pas un plein d'une voiture à la station essence. Il faut plus de précautions et plus de temps pour le faire. Voilà. Et puis à côté de ces réservoirs qui contiennent des ergols très froids, il y a le moteur qui voit l'ergol très froid qui arrive en entrée. Dans la chambre de combustion, c'est plusieurs milliers de degrés. Et du coup, le moteur doit gérer cette différence de température sans rien endommager. Voilà. Avec de nombreuses pièces qui dilatent, d'autres c'est l'inverse parce que du coup elles sont en contact avec le voilà, Thermomécaniquement, c'est pas évident. Les moteurs, c'est vraiment des concentrés d'énergie, hein, avec des turbopompes qui peuvent tourner jusqu'à 100 000 tours minute. D'accord. Faut que ce soit léger, faut que ce soit efficace. Le moteur, c'est vraiment un très beau domaine. Les moteurs Vinci et Vulcain, ils sont fabriqués par Ariane Group à Vernon, en Normandie. Et donc, le Vulcain, par rapport à Ariane 5, il y a eu des améliorations. Parce que du coup, c'était déjà un moteur Vulcain sur Ariane 5. Par contre, le Vinci, il n'a jamais volé, c'est ça? Oui, c'est ça. Il n'a jamais volé. C'est une grande première. D'accord. Oui. Et Vulcain, il y a eu des améliorations effectivement entre A5 et A6. Mais le Vinci, c'est la grande première. D'accord. Ça fait assez longtemps qu'on le développe et qu'on le teste en conditions assez représentatives. Mais c'est la première fois qu'il vole.
Ok. Pourquoi on croise Vinci comme nom? Ça vient d'où? Ouf, Vinci. Je veux pas te poser une colle, hein, mais c'est... Le fait est que les moteurs cryogéniques qui sont fabriqués à Vernon, ils commencent par V comme Vernon. Ok, voilà, Vulcain, je savais pas. V. Moi, Vulcain, donc il fallait trouver un nom en V. Ok. Voilà, c'est un moteur un peu européen. Hein. Il y a des pièces qui viennent ils sont assemblés à Vernon, mais les pièces viennent de différents pays européens. Et du coup, j'imagine qu'il a fallu un nom un peu consensuel en Europe. Et Vinci, pas mal de gens connaissent. Voilà. Ok. C'était un grand ingénieur aussi. Du coup, ça s'est approprié comme nom. Non, mais ça m'a convaincu. Bonne explication. On valide. Hein. On n'a pas choisi le nom, mais voilà. Très bien. Et pour continuer sur le problème technique, les moteurs au décollage en particulier, ils font beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de vibrations dans le lanceur. Il faut bien concevoir tout ça pour qu'il n'y ait rien qui casse. Il y a pas mal de radiation dans l'espace, hein, on en voit plus que pour un avion par exemple, et du coup il faut que l'électronique soit résistante à ce niveau de vibration. D'accord. Le pilote, c'est un pilotage automatique, on pilote pas du tout du sol la fusée, et du coup faut bien régler le pilote pour qu'il traverse comme il faut les couches de l'atmosphère en limitant les efforts aérodynamiques. Et après, il faut qu'il place bien à l'endroit prévu, avec une bonne précision, les satellites sur la bonne orbite. Alors, du coup, pour revenir sur le pilote, en cas de problème, il y a toujours moyen de lui redonner des consignes, de reprendre la main? Ah non. 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 C'est tout automatique. Il y a des cas de panne qui sont prévus. Et du coup, le pilotage peut se reconfigurer dans une certaine manière s'il y a des cas de panne. Tout est redondé. Voilà, s'il y a une partie qui ne fonctionne plus correctement, la redondance peut prendre la main. Voilà. Il se rend compte lui-même qu'il y a une partie qui ne fonctionne plus. Et, il est intelligent, quoi. C'est vraiment oui, il est intelligent. Oui, tout pilote à fait. intelligent. Oui, donc s'il y a un capteur qui est un peu bruité, là, c'est pas la bonne vibration, il est capable directement de dire non, celui-là je le prends plus en compte, je prends l'autre chaîne de mesure parce que cette vibration elle est pas physique. Oui, on peut détecter des soucis au niveau des capteurs et basculer sur les capteurs redondants. Parce que le pilote, j'imagine qu'il prend vraiment. Alors, c'est peut-être pas très intéressant, je ne me rends pas bien compte, mais c'est une quantité d'informations. C'est combien de capteurs une fusée? Parce que c'est vrai qu'on a des ordres de grandeur un petit peu dans l'aéronautique, mais sur une fusée, ça va représenter je dirais. 10 milliers de capteurs, de la température, vibration, sollicitation, un peu tout. Ok, et tout ça, ça va dans le pilote, et en fonction de ça, il prend sa décision d'ajuster la trajectoire. Alors, le pilote, il n'utilise pas tout, pas tous les capteurs. Mais il y a pas mal de capteurs qui servent pour la télémétrie, pour qu'on examine ensuite le vol. Une fois qu'il a eu lieu, ils n'ont pas d'objectif fonctionnel. Il y a des capteurs fonctionnels qui sont utilisés par la fusée pour prendre les bonnes décisions. Voilà, et pour réguler la pression dans les réservoirs, par exemple. Et c'est l'ordinateur de bord qui récupère toutes ces informations, et le pilote n'en utilise qu'une petite partie. D'accord, voilà. Très bien. C'est logique, sinon on ne peut pas prendre de décision en temps réel. Et tu viens de l'évoquer justement au sujet des réservoirs. J'avais entendu dans le fameux podcast Lévo d'Ariane que tu as un petit peu travaillé dessus avec donc au niveau j'aimerais bien qu'on revienne sur le moteur Vinci, avec la spécificité, le moteur pour qu'il redémarre, il faut qu'il y ait le carburant qui soit bien on va dire en entrée du moteur. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, parce que c'est assez spécifique ce moteur réutilisable et c'est un petit peu le gros changement. Donc oui, avec plaisir, c'est un bon sujet. Voilà, du coup il y a des pendant la phase de vol de l'étage supérieur, il va y avoir des moments où le Vinci pousse. Et là, il produit une certaine gravité à l'intérieur de l'étage. Et les ergols sont bien tassés au fond des réservoirs, là où il faut, comme sur Terre. Mais quand le moteur ne pousse plus, on passe en microgravité, un petit peu comme avec les astronautes qui flottent à l'intérieur de la station spatiale. Vous avez sûrement lu le Tintin Objectif Lune, là, où il y a le capitaine Haddock, il n'est pas content parce que le whisky dans son verre, il se met en boule et il commence à aller n'importe où. Belle image. Je pense qu'on l'a tous en tête. Dans les réservoirs de l'étage supérieur, c'est un peu pareil. C'est pas du whisky. C'est pas du whisky. C'est un autre carburant. C'est l'hydrogène liquide et l'oxygène liquide aussi. Ils se comportent de manière un petit peu spéciale. Ils se mettent pas en boule avec les forces de capillarité. Les ergols, ils ont tendance à remonter le long du réservoir
et à tapisser toutes les parois du réservoir avec une petite préférence pour se mettre dans les coins. Voilà. Ils se mettent un peu partout et ça pose pas mal de problèmes parce que si l'ergol s'est mis partout, quand on veut rallumer le moteur, il n'y a plus assez d'ergol en face de la ligne de puissance. Pas de carburant dans une fusée. Pas de carburant, alors qu'il reste plein de carburant, c'est dommage. Voilà. Il y a des parois du réservoir qui sont plus ou moins chaudes. C'est plus ou moins chaud en haut qu'en bas. D'accord. Et du coup, quand l'hydrogène en particulier, mais l'oxygène aussi, quand il va en haut du réservoir, il va s'échauffer, il peut s'évaporer. S'il s'évapore, c'est embêtant parce que ça fait moins d'ergol que le moteur peut utiliser. Si l'oxygène ou l'hydrogène est trop chaud, c'est embêtant aussi. Le moteur n'aime pas ça. Voilà. Il peut y avoir des petites bulles qui se mettent à l'intérieur de l'hydrogène et de l'oxygène. Le moteur déteste ça aussi. Bloquer les pompes. Les turbopompes vont tousser. C'est pas bon du tout. Voilà. Et du coup, pour éviter tout ça, comment on fait? C'est ça, là. On a été bien suspense. Il y a un joker, il y a un petit moteur auxiliaire sur l'étage supérieur, en plus du Vinci, voilà, qui va prendre l'hydrogène et l'oxygène des réservoirs principaux, qui va les brûler. Et avec les gaz obtenus, ils vont produire une toute petite poussée, beaucoup moins grande que le Vinci. Juste pour tasser tout le monde dans les réservoirs. Qui suffit pour tasser les ergols. Voilà. Okay. Donc lui, la petite quantité d'hydrogène qui reste dans le réservoir, ça va lui suffire à redémarrer et ensuite tasser tout le reste de quantité. Voilà, une fois qu'on a rallumé le Vinci, c'est bon. Il y a une grosse poussée de tassement, plus de soucis. Okay. Mais du coup, vous autorisez quand même. Donc, il y a des moments où tout le carburant va être vraiment sur les parois entières du réservoir. Ça, par contre, on ne peut pas y échapper. L'APU va fonctionner quasiment sans arrêt pendant la phase orbitale. Okay. Et du coup, la plupart du temps, on tasse les ergols bien comme il faut. D'accord, donc il est vraiment allumé en continu une fois. Voilà. D'accord. Il y a certains moments très particuliers où on l'éteint, pour larguer les satellites en particulier. Okay. On ne veut pas de poussées qui peuvent gêner le largage. Voilà, mais sinon, il est allumé en continu. Ouais. D'accord. Il s'appelle comment ce petit moteur? Il s'appelle APU. Comme sur les avions. Comme sur les avions. Oui, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Auxiliary Power Unit ou Auxiliary Propulsion Unit. Ça dépend des fois. Quasiment c'est quasiment pareil. Okay. Et l'APU, il fait un dernier truc. Il prend l'hydrogène, l'oxygène. Avec l'énergie de combustion, il vaporise l'hydrogène et l'oxygène. Et il utilise ça pour repressuriser les réservoirs, pour qu'ils soient à la bonne pression quand on rallume le Vinci. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment une pièce maîtresse. On entend beaucoup parler du Vinci, mais ce petit APU, il est vraiment... Oui, c'est une pièce maîtresse. Il ne faut pas se louper sur l'APU. Et lui aussi, c'est la première fois qu'il volera avec le Vinci, même si on l'a bien testé avant ça. D'accord. J'imagine qu'on peut tester au sol un moteur, mais du coup, ce ne sera pas dans les conditions réelles. Oui. Il y a des tests au sol en conditions très froides ou très chaudes. Comment c'est testé en fait un moteur, comme dans l'espace? Alors les moteurs, il y a des essais de réception moteur sur des bancs d'essai qui sont en France et en Allemagne. Ouais. Voilà. Pour préparer Ariane 6, on est allé au-delà des réceptions moteurs. On a testé des étages entiers. L'étage supérieur a été testé en Allemagne sur des bancs du DLR, l'agence spatiale allemande. Voilà. C'est des bancs DLR ESA, mais c'était le DLR qui pilotait les essais. Voilà, du coup, on prend l'étage supérieur, on le remplit d'hydrogène et d'oxygène comme quand on veut partir. On allume le Vinci, on allume l'APU, on les éteint, on les rallume. Enfin voilà, on imite toutes les manœuvres qu'on va faire dans l'espace. Alors évidemment, on n'a pas les conditions de microgravité, on n'est pas complètement représentatif, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut tester et on fait au mieux avant le vol. Okay. Et puis, il y a le corps central qu'on a aussi testé en Guyane. Oui. Ça, on a une petite vidéo en plus en même temps qui devrait s'afficher en même temps du fameux corps. Non, mais tu peux continuer l'explication, c'est juste pour indiquer notre cher Nicolas. Il y a le corps central et étage inférieur, étage du bas, étage du haut, qui était assemblé en Guyane avec des boosters plus ou moins imités de chaque côté. Et puis on a rempli le corps central, l'étage du bas, l'étage du haut, et puis on a allumé le moteur Vulcain en bas. Voilà, on voit l'allumage là, sur des durées représentatives du vol.
D'accord. On est synchro à la niveau. Super, Justement, on n'avait pas répété, mais ça tombe bien. Oui, ça devait être du coup, tu étais présent pour cet essai, le premier allumage? J'étais pas présent à D'accord. tous les essais. J'ai participé de très loin à ces essais. Hein. C'est des équipes dédiées qui sont en Guyane, qui s'en occupent. Moi, j'étais plutôt en quelque sorte le client de ces essais pour que les résultats soient réinjectés dans la qualification du lanceur pour qu'on vérifie que tout se comporte comme on l'avait prédit par calcul. D'accord. Alors moi j'ai une grande question sur ces essais moteurs, parce que quand on est passionné d'aéronautique, des essais moteurs d'avion, on se met à fond sur les freins, on met les moteurs à pleine puissance, l'avion globalement il bloque l'avancée. Comment ça se passe sur une fusée? Il faut des bras très solides qui empêchent, pour empêcher que la poussée se transfère. Comment ça se passe? Là, c'est les étages, les boosters qui fournissent la poussée nécessaire pour que ça décolle. Si on n'allume pas les boosters, ça ne va pas se décoller. D'accord. Donc là, il y a quand même de la poussée, mais il n'y a pas besoin de trop la retenir. Il n'y a pas suffisamment forcément besoin de retenir le lanceur. J'ai un doute, je ne sais pas s'il y a des clamps en plus pour assurer le coup quand même. D'accord. Mais bon, de toute façon, on ne peut pas décoller avec juste la poussée du Vulcain. D'accord, donc elle est tellement lourde et il fait pas beaucoup de poussée par rapport à... Voilà, c'est... D'accord. Ouais. C'était la question parce qu'on le voit là allumé tel quel, on se dit pourquoi elle décolle pas. On sait qu'il y a, en temps normal, un lancement, on voit les boosters et on sait qu'il y a plus de poussée, mais voilà, c'est se faire une petite idée. Et les boosters, eux, ils sont testés, du coup, ils sont aussi testés séparément? Oui, j'en parle moins parce que d'abord, la propulsion solide, c'était pas trop mon sujet. Et surtout, ils avaient pris un peu d'avance. Il y avait eu des essais en Guyane 2-3 ans avant. D'accord. Okay. Donc les boosters attendaient qu'une chose, c'était de pouvoir se clipser sur arrière. Voilà, exactement. Ils étaient prêts. Très bien. Les boosters ont un avantage. Ils sont communs avec la fusée Vega, en fait. D'accord. Les propulseurs solides c'est les mêmes qui sont utilisés à la fois sur Ariane 6 et sur Vega C. Et du coup, il y avait besoin qu'ils soient pris un peu plus tôt aussi. D'accord. Et donc là, c'était sur la dernière année. J'imagine que ça a été assez dense depuis que la fusée est arrivée sur le pas de tir, tous ces essais. Ça a été fait il y a peu, un petit peu le planning. Tout s'accélère ces derniers temps. Oui, tout s'est enchaîné très vite cette dernière année là. Les essais étages, c'était principalement dans l'année écoulée. D'accord. Du coup, il y avait des essais en Allemagne, il y avait des essais en Guyane. À côté de ça, il y avait toutes les revues de qualification où on vérifie que tous les essais qui devaient être faits ont été faits, qu'ils ont donné de bons résultats, qu'ils sont cohérents avec toutes les études et les calculs qui avaient été faits auparavant, que les calculs sont bons, bien cohérents entre eux. Il y avait toute la dernière ligne droite des analyses et après de la vérification en revue que tout va bien. Donc c'est vraiment le dernier sprint. On vérifie à la fois donc en vrai avec des essais et tout ce qui se passe côté bureau d'études. Chacun vient présenter ses petits calculs en disant non mais c'est bon, on est sûr, là c'est les derniers. Voilà. D'accord. Et la revue de qualification lanceur, elle se terminait cette semaine. Ah d'accord. Voilà, c'est tout chaud. Donc là, c'est tout bon. Vous avez feu vert pour le lancement. Elle est déclarée successful, du coup, c'est feu vert pour le lancement. D'accord, donc là, c'était la toute dernière. Maintenant, il y aura plus. Voilà, c'est vraiment la finale. Du coup, il y a encore des revues avant vol. C'est pas tout à fait fini. Mais sur le côté technique et voilà Là, c'est C'était un peu ma question. Quelles sont les étapes entre maintenant et donc le 9 juillet? Il reste quoi là? On attend quoi? Juste la bonne fenêtre, la bonne météo, ou il y a des revues techniques encore? Il y a des revues techniques. Il y a un truc, un essai important qui s'appelle RSL. C'est l'essai avant vol. Ce qu'on a testé, ce que les gens ont testé sur les étages, il y avait parfois des petites différences de matériel entre ce qu'on a testé et ce qui va voler. Et du coup, là, il faut retester une dernière fois avec le matériel qui va voler. Évidemment, on ne va pas allumer les moteurs, mais on va mettre en œuvre les systèmes électriques, remplir les réservoirs, aller aussi loin que possible avant un décollage, pour tout bien vérifier une dernière fois. D'accord. Et ça, c'est un très grand jalon avant le vol. Et on espère ne rien découvrir de spectaculaire ou ni d'inattendu dans ce dernier essai.
L'idée, c'est que la moindre petite pièce qui était utilisée pour un essai, pour que ce soit réussir l'essai, là, on enlève tout ça, on passe en configuration vol et on vérifie que ce petit changement, que ce soit, je sais pas, même un tuyau, n'importe quoi, ce soit bon. Voilà. D'accord. Il y a des réservoirs d'hélium sur les étages cryogéniques. Voilà. D'accord. Qui n'étaient pas tout à fait ceux qui vont voler. Voilà, c'est une des choses à tester pendant cette RSA. Ok. Tu dis, on remplit les réservoirs. On peut les re-remplir et on les laisse pleins jusque... Non, il faudra les vider. Faut les vider quand même. Il faut les vider, oui. C'est pas comme le plein d'une voiture qu'on peut laisser 6 mois sur le parking. Non. Et surtout s'il faut les mettre à moins de 100. Voilà, c'est des fluides cryogéniques qui doivent être... qu'il faut surveiller avec attention, qui ont tendance à s'échauffer, à s'évaporer. On peut pas laisser plusieurs jours le lanceur avec les réservoirs remplis. Okay. Ça, c'est une question un peu plus d'ordre général. Quand on voit il y a un lancement qui est prêt, mais finalement il est reporté, si les réservoirs sont déjà pleins, il faut les vider jusqu'au jour J, on les remplit. Oui, voilà, c'est ça. S'il y a un souci, on peut interrompre la chronologie et repartir un tout petit peu plus tard. Mais si l'essai, on l'arrête pour un jour ou deux, le vol est reporté d'un jour ou deux, là, il n'y a pas le choix, il faut tout vider. Okay. Oui, parce que du coup, le système, si j'ai bien compris, c'est uniquement de l'isolation. Il n'y a pas un système de refroidissement du liquide dans les réservoirs de fusée ou un petit peu quand même. Il n'y a pas de système de refroidissement, mais pour que les ergols ils soient bien froids, bien denses, juste avant le décollage, une fois qu'on a rempli, il faut constamment dégazer un peu le réservoir, remettre de l'ergol froid, on dégaze, on remet de l'ergol froid. Il y a une alimentation un petit peu continue un peu pendant la fin de remplissage qui est obligatoire pour que les ergols soient bien denses, bien froids et que le lanceur il ait la performance attendue. Ok. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on peut voir de brancher sur la fusée lors des derniers instants avant le lancement. Voilà. D'accord. Donc tu nous as dit, il reste encore quelques tests jusqu'au 9 juillet. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait bloquer le décollage le 9 juillet? Des tests qui se passent mal ou des surprises sur l'essai et qui remettraient en cause certaines choses. On a du mal à imaginer des vraies surprises avec tous les essais qui ont été déroulés jusqu'à présent, mais ça peut arriver, voilà. Et puis voilà, il y a aussi quelques derniers petits soucis techniques à régler, des réglages à faire. Voilà. Vraiment du fignolage avant le décollage. Mais ça va arriver très vite maintenant, c'est dans un peu plus de 3 semaines, c'est presque demain. J'ai encore du mal à y croire, j'y ai passé 5 ans, et voilà, le vol, on y est presque. D'accord, c'est pas le moment de poser ses congés. Ah non, c'est surtout pas le moment de poser ses congés. Tout le monde est sur le pont et... D'accord. Tout à fait. Et petite question, même d'ordre aussi plus général, parce que je n'y connais rien. À quel point la météo peut perturber un lancement? Une fusée, ça peut voler dans toutes les conditions? Non, il y a des limites de vent. C'est principalement le vent, du coup? Voilà, c'est le vent qu'on surveille bien. Évidemment, on ne va pas lancer non plus quand il y a de l'orage qui s'annonce. Du coup, oui, la météo est scrutée régulièrement avant le vol et on peut reporter le vol s'il y a une mauvaise météo et ça arrive de temps en temps. D'accord. Là, on ne le souhaite pas, et c'est la Guyane, avec un peu de chance, il n'y aura pas d'orage. Voilà, oui. Il y a quand même des orages en Guyane. Oui, il y a des orages en Guyane, effectivement, qui peuvent être violents. Mais... Il y a une météo relativement clémente pour des tropiques, il y a peu ou pas de cyclones, mais il y a quand même des orages, et dans ce cas-là, on reporte. Oui. Bon, on va croiser les doigts quand même. Bien sûr. Bon, on a beaucoup parlé du coup du 9 juillet et du lancement. Qu'est-ce qui se passe après? Tu vas avoir donc tu vas suivre en direct le lancement avec différents paramètres comme tu l'expliquais tout à l'heure. Ouais. Et pour la phase, une fois que la fusée sera lancée et qu'elle aura rempli sa mission, quel va être ton rôle? Ça va être un petit peu comme ce que tu avais fait au début sur Ariane 5, à savoir analyser ce vol et essayer de prendre en compte, de bien tout comprendre pour les prochains. Quelles vont être tes missions une fois ce vol réalisé? Effectivement, il faut bien analyser ce qui s'est passé en vol. Après le vol, ça va être un gros travail parce qu'on va sûrement découvrir plein de trucs. Il va falloir recaler des calculs, bien voir les anomalies qui ont eu lieu, si elles permettent d'aller au prochain vol ou pas, ou s'il y a des choses à corriger. Voilà, il y a plusieurs niveaux de dépouillement des mesures. Il y a un dépouillement immédiat qui va être fait à la montagne des Pères, là où je serai pour le vol.
Et après, il y a des analyses de niveau 0, niveau 1, où on rentre plus ou moins bien dans le détail D'accord. pour décider si on va au prochain vol ou pas. Et ça devrait être à la fin de l'année, c'est programmé pour la fin de l'année pour l'instant. Et ça va aussi arriver très très vite. Oui, donc en fait, vous êtes rapidement attendu, comme tu dis, en fonction du niveau de détail dans les mesures, rapidement définir si, ok, non, on a besoin de faire beaucoup de changements pour ce vol, est-ce qu'on va devoir le décaler ou autre. Ça s'arrête pas en fait. Enfin, là, ça va être, vous enchaînez un autre sprint en fait. Ça va être un autre sprint, D'accord. oui, tout à fait. Et donc, quand tu dis immédiat au niveau des mesures, ça va être, vous avez déjà, je sais pas, c'est juste regarder, tiens, la courbe de température, c'est bon, elle est à peu près identique sur ce capteur-là, ou est-ce que ça va quand même beaucoup plus dans les détails et de se dire, vous commencez déjà à avoir des idées de ce qui est en écart, comment ça... Là, par exemple, la pression dans le réservoir, c'est régulé entre des valeurs min et max durant le vol, des valeurs qui peuvent évoluer pendant le vol, et en regardant ce genre de courbe-là, l'évolution de pression pendant le vol, on voit très bien, très vite, si quelque chose ne va pas ou si tout s'est bien passé. Voilà. Donc tu auras la compréhension en direct, ou en tout cas à très court terme, des petits écarts par rapport à une situation attendue, ou alors c'était parfait, et ensuite définir la cible, on va aller regarder plutôt telle mesure, on va orienter les études, voilà. Ça va être un peu ton rôle avec l'embedded team. Non, du coup là, en lien avec l'embedded team, il y a encore des rôles à jouer, ou là c'est vraiment que ton rôle de chef de projet c'est une équipe... Une petite équipe aussi assez resserrée et qui n'est pas la même que l'embedded team. Ok, d'accord. Voilà. J'ai une collègue aussi qui était l'embedded team, qui sera dans l'équipe. D'accord. Voilà, mais c'est une autre équipe. Ok, d'accord, ça marche. Bon, très bien. Bon, une fois donc l'analyse du vol, juste pour rester les derniers mots sur Ariane 6. Est-ce qu'il y a déjà des évolutions de prévues? Donc, tu nous as parlé du prochain lancement qui sera donc dans la même configuration avec 2 boosters, celui qui devrait avoir lieu à la fin de l'année. Oui, c'est toujours 2 boosters. Les 4 premiers vols, c'est avec 2 boosters. D'accord. Les 3 ou 4 premiers vols, c'est avec 2 boosters. Okay. C'est des choses qui peuvent changer. Mais voilà. Les premiers vols, c'est avec 2. Avec 4 boosters, ça fait plus de bruit, plus de vibrations. Il y a des entre autres, par exemple. Et du coup, il y a quelques études complémentaires à faire. D'accord. Voilà. Passer en configuration à 64 à 4 boosters, c'est encore un autre palier à franchir. Et après, il y a des évolutions effectivement qui sont prévues pour Ariane 6. Ça s'appelle le bloc 2. C'est pas très poétique, mais voilà. Non, mais ça marche bien. C'est son petit nom. Où on va faire des boosters un peu plus longs, qui vont pousser plus longtemps. Il va y avoir aussi... on va changer certaines structures pour gagner de la masse et du coup de la performance. Le Vinci, on va faire en sorte qu'il pousse, qu'il fasse plus de poussées, une poussée un peu plus importante. D'accord. Voilà. Il y a une série de modifications du lanceur qui est déjà dans le tuyau. Les études sont déjà en cours et bien avancées pour améliorer le lanceur et augmenter sa performance avec dans l'optique en particulier de mettre sur orbite des constellations de satellites. D'accord. Voilà. Est-ce que du coup, pour se faire une petite idée, actuellement, la configuration à 2 boosters et les moteurs tels quels, on emporte combien de charge utile? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Juste se faire une petite ordre de grandeur de ce qu'on peut emmener. Alors, ça dépend des orbites. Sur l'orbite classique de transfert géostationnaire, c'est environ 5 tonnes. Et c'est environ 10 tonnes en orbite basse. Ok. Et Ariane Espace me pardonnera de ne pas donner les chiffres exacts. Mais ils sont consultables sur le site d'Ariane Espace. C'était juste pour avoir un ordre de grandeur. Voilà, c'est quand même d'avoir donc plus de poussées et une fusée un peu plus légère. On emmènera peut-être un petit peu plus de masse. C'est l'idée performante ou ce sera juste voilà, c'est ça. D'accord, c'est vraiment l'objectif. C'est toujours l'idée. En augmentant la performance du lanceur, on peut augmenter plus lourd. C'est le nerf de la guerre. Voilà. Et puis avoir une mission qui rapporte un peu plus. Et là aussi, c'est le nerf de la guerre. Évidemment. Bon, je crois qu'on a fait pas mal le tour d'Ariane 6. Je crois qu'on a parlé effectivement déjà de beaucoup de choses. Pas beaucoup de questions dans le chat. Je pense que tu as été très complet dans tes explications. On va dire ça. Non, en tant que totalement débutant en spatial,
D'accord, bon, tant mieux. Franchement, t'as été très bon. C'était super clair. Si tu n'avais rien à ajouter sur Ariane 6, on peut peut-être parler un petit peu. Là, c'était vraiment très clair. On a pu apprendre plein de choses, à la fois sur le développement, sur le lancement, sur ce qui va se passer après. On a encore un petit peu de temps, ça te va pour parler du futur du spatial? Ouais. Un dernier truc sur Ariane 6, un dernier argument commercial, même s'il n'est pas... Enfin bon, passons. Un dernier argument pour Ariane 6. Le fait qu'on puisse rallumer plusieurs fois le Vinci, ça permet pour un grand nombre de missions de désorbiter l'étage une fois que la mission commerciale est terminée. Et du coup, on ramène l'étage vers la Terre. Il ne reste pas en orbite un certain nombre d'années. Ça diminue les déchets. Voilà, ça diminue les débris spatiaux qui sont un gros problème. Et du coup, Ariane 6, avec ce dernier boost de désorbitation, va contribuer à limiter la pollution spatiale et le nombre de débris spatiaux. Et ça, c'est très bien. Et c'est très bien, ça fait le lien avec le sujet futur du spatial. C'est un sujet que je souhaitais aborder. On a même une petite image, si Nico peut la trouver. Parce qu'actuellement, les lanceurs, ils restent en orbite assez longtemps, ou certains sont même encore sur certaines orbites et ne se désintègrent jamais dans l'atmosphère. Comment ça se passe en fait? Parce qu'on a tous en tête, oui, il y a des satellites qui restent et qui vont se détruire, etc. Comment ça se passe pour les lanceurs? Ah oui, l'image terrible là. C'est l'image terrible Wikipédia. Je l'ai choisie exprès en disant... c'est très compliqué d'en parler, c'est pas la meilleure représentation, mais voilà, c'était juste pour mais elle est très bien, pour la cette commenter image, elle est parlante. Au centre, c'est la Terre, là, la petite boule bleue, et puis les petits points blancs, c'est les débris qui flottent dans l'espace. Du coup, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Là, débris ou satellites encore en... Je crois que cette image, se focalise sur les débris qui dépassent une certaine taille, peut-être 10 cm. Mais il y en a qui sont plus petits que ça et qui peuvent poser problème aussi. C'est pas à la chaîne, hein, les débris ils sont pas gros comme ça. Oui, on les voit pas à l'œil nu. Pas tous. C'est compliqué à représenter. On les voit pas à l'œil nu, mais bon, on voit aussi les choses. Et du coup, qu'on comprenne bien là, on voit quand même un disque qui se dessine bien. Et ça correspond à quelle orbite le gros disque extérieur? Je risque de dire une bêtise, c'est peut-être l'orbite géostationnaire qu'on voit le disque extérieur. Elle est assez lointaine. Oui, je pense que c'est l'orbite géostationnaire. Du coup, c'est là où il y a le plus de satellites qui ont été lancés, et c'est aussi pour ça qu'il y a plus de. C'est une orbite où il y a beaucoup de satellites qui est très utilisée commercialement. Du coup, mais là où il y a le plus de débris, c'est autour de la Terre. Oui. Là. La Terre est devenue toute blanche là, et c'est vraiment en orbite basse qu'il y en a le plus. Oui. Et de mémoire, les débris de plus de 10 cm, il doit y en avoir plus de 30 000. Et les débits de plus de 1 cm, c'est de l'ordre du million. Et c'est vraiment un souci parce que même quand les objets sont de petite taille, ils vont très 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 vite. Et du coup, ils peuvent faire des dégâts énormes sur les satellites, sur la station spatiale. La station spatiale, de temps en temps, elle fait des manœuvres spéciales pour éviter des débris qui passent. Elle doit esquiver, quoi. Elle doit vraiment, il rallume les moteurs pour lui changer légèrement d'heure. Elle doit esquiver. Et du coup, c'est pris en compte ça, quand on conçoit une fusée, un lanceur comme Ariane 6, même s'il va au final rester peu de temps dans l'espace par rapport à la station spatiale, on prend en compte qu'il va se prendre des débris? Ou on essaye aussi de les esquiver? Non, le lanceur... Les satellites, ils ont leurs parois. Souvent, on fait des doubles parois qui sont... La première paroi prend le débris, le transforme en petits morceaux, et puis la deuxième paroi l'arrête. Il y a ce genre de système. Mais à ma connaissance, il n'y a pas ce genre de stratégie sur les lanceurs. Okay. D'accord. Voilà. Oui, pour les alléger au maximum, dans tous les cas, il faut faire des choix. Oui. Après, le lanceur, sa mission ne dure pas très très longtemps. La première mission d'Ariane 6, elle va quand même durer 3 heures. Mais par rapport à la durée de vie d'un satellite, c'est pas grand-chose. D'accord. Et donc là, vraiment, l'idée, c'est, avec le lanceur, ça évitera tout ce qu'on peut voir dans tous les déchets qu'on peut voir. Là, vous pourrez rallumer un tout petit peu le moteur, le mettre en direction de l'atmosphère et le désintégrer, il se désintègre dans l'atmosphère. Okay. Voilà, et ça contribue à limiter tous ces petits points blancs, mais c'est pas suffisant. Il faut d'autres solutions pour nettoyer l'espace. Il faut que ça vienne à plus ou moins court terme. Est-ce que du coup, Ariane 6, on peut dire c'est un lanceur zéro débris, où il y a quand même des petites pièces qui restent dans l'espace?
On va dire presque zéro débris. Alors, Ok. je ne vais pas m'engager sur du zéro débris, D'accord. mais vraiment le chiffre est peut-être un peu faible. voilà, mais Ok. en désorbitant l'étage proprement, on fait un pas de géant pour limiter Et les ça, vous débris. êtes les seuls à le faire ou actuellement il y avait d'autres personnes, d'autres entre. C'est vrai que là ça sort complètement de son domaine, donc est-ce que c'est un petit peu la première fois que ce moteur est utilisable où vous pouvez vous permettre ça, ou est-ce qu'il y avait d'autres systèmes qui existaient déjà Non, on n'est pas les seuls à désorbiter des étages, mais bon, je ne saurais pas dire. D'accord, ouais, non, la mais liste. Ouais. en tout cas la technologie, c'était vraiment un des gros avantages et un des points forts Voilà. de cette technologie. C'est quelque chose que les gens essayent de faire, mais qui n'est pas forcément systématique. Ok. Voilà. Et est-ce que du coup au niveau du CNES, il y a un petit peu des moratoires ou des choses comme ça pour il y a des études peut-être aux avant-projets actuels, ça sort peut-être un petit peu, donc n'hésite pas si t'as pas l'information Ouais. pour aller chercher de l'autre côté, mais est-ce que c'était une des contraintes qui était imposée au CNES pour Ariane est-ce que le CNES avait imposé cette contrainte à Ariane? Ah bah non, on veut pas que l'étage reste, donc vous trouvez un moyen Alors oui, le CNES, en tant qu'agence spatiale, a œuvré pour durcir un peu la réglementation et D'accord. faire en sorte que Ariane 6 puisse être désorbité. D'accord. Voilà. Donc oui, c'est un des rôles aussi du CNES, donc on est resté sur le côté technique, mais aussi de un petit peu cadrer les choses voilà. et donner des directions Ouais, pour, pas uniquement donc pour Ariane 6, mais aussi pour tous les autres personnes qui pourraient vouloir lancer. Voilà, on a œuvré de manière technique et réglementaire pour ça. Voilà. Et ça, c'est du coup à l'échelle européenne, c'est des choses au niveau réglementaire qui ont été agréées à l'échelle européenne, un petit peu plus large que ça, ou c'est vraiment l'ESA qui a mis un... Oui, tout à fait. D'accord, C'est la loi spatiale et c'est les agences qui la définissent. Et c'est partagé avec, par exemple, l'agence américaine, ou c'est... non, que l'échelle européenne pour l'instant. c'est à l'échelle européenne. Ok. Ce dont je parle est à l'échelle européenne. D'accord. Donc on peut espérer que ça se développe dans d'autres agences à court terme. On va pas dire que les copains font moins bien. Hein. Tout le monde essaie d'être vertueux dans cette histoire quand c'est possible. D'accord. Donc tout le monde pousse pour que les orbites, parce qu'il y aurait un risque à terme que certaines orbites, s'il y a trop de débris, on puisse plus de mettre de satellites, ou alors qu'on les mette et qu'ils aient des durées de vie trop courtes parce qu'ils auraient telle probabilité d'avoir des débris, des choses comme ça. Il y a des risques que certaines orbites deviennent inutilisables à terme, effectivement. L'orbite 800 km en particulier est très très encombrée. Ça reste proche de la Terre. Hein. La station spatiale est plus basse que ça, heureusement. 800 km, on y fait quoi, juste pour donner un petit... 800 km, il y a des satellites d'observation, des satellites scientifiques, des satellites commerciaux, il y a pas mal de choses à 800 km. Voilà. Dans ces orbites-là, les nouvelles constellations de télécommunications qui sont mises sous orbite actuellement, c'est pas pile 800 km, mais c'est pas loin de tout ça. Donc c'est très recherché aussi au niveau, par exemple, Internet par satellite, etc. Oui, c'est voilà, vraiment l'orbite qui est en vogue, on va dire. Très utile. Donc tout ce qui est Starlink, OneWeb, tout ça, c'est 800 km C'est cet ordre de grandeur. C'est pas très loin de la Terre pour pas avoir un taux de latence trop important. Chaque constellation choisit une altitude qui n'est pas forcément la même que la voisine. Et puis voilà. Mais c'est l'orbite basse, oui. C'est l'orbite basse où il y a de plus en plus de débris et qu'il va falloir... D'abord, il ne faut pas en mettre des nouveaux quand c'est possible. Hein. C'est ce que fait l'étage sub d'Ariane 6. Et puis, à un moment donné, il faudra nettoyer tout ça. Parce que ça ne suffit pas de nettoyer, de désorbiter les étages supérieurs. Et du coup, quand j'étais aux avant-projets, j'ai étudié des systèmes permettant de nettoyer les débris spatiaux. Voilà. C'est ce que fait les... Le remorqueur, il pouvait faire ça aussi, par exemple? Oui, tout à fait. Le Space Tug dont j'ai parlé tout à l'heure, ça peut faire ça. C'est stylé, j'aime bien l'idée. J'espère que ça verra le jour. Voilà. Mais il y a une expérience de ce type qui va voir le jour d'ici 2026, si mes infos sont à jour. C'est l'ESA qui va faire ça. C'est la mission Clear Space 1. Et voilà, c'est un robot avec un bras robotique qui va prendre un morceau de lanceur et qui va le désorbiter. D'accord. Il faudra suivre ça. Ça voilà. D'accord, c'est vraiment pouf. Voilà. Ça va être intéressant à suivre ça. Ok. Carrément. Ouais. Bon, c'est vrai que ça. On a envie de pouvoir continuer. Le spatial apporte quand même beaucoup au quotidien de tout le monde, et ce serait quand même dommage de plus pouvoir l'utiliser. Puis, mais c'est vrai que même l'image, le spatial fait rêver, que ce soit autant encombré. Enfin, on entend beaucoup parler. C'est sûr que ça nuit un petit peu à l'image. Donc c'est très bien. Voilà, vous saurez désormais que Ariane limite aussi ses débris. On a une question du chat. Tu sais peut-être pas parce que c'est plus dans la réglementation, mais vu qu'il y a de plus en plus d'engins qui sont envoyés dans l'espace, qui font des débris, tout ça. Est-ce qu'il y a une taxe pour chaque envoi? Est-ce qu'il faut
payer quelque chose à l'échelle internationale pour ensuite derrière financer les potentiels projets de nettoyage des orbitations? Pas à ma connaissance. Ok. Mais ce serait une bonne idée. Un petit péage pour financer l'entretien de l'espace. Voilà, ouais. Je valide. Les satellitiers qui achètent les vols ce seront peut-être pas très contents, mais c'est une bonne idée. Ouais. Il risque d'y avoir un impact commercial sur le prix de lancement. Il faudrait que tous les services commerciaux de lancement adoptent ce genre de taxe. Se mettre d'accord. Se mettre d'accord. Ok, ouais. Eh ben, j'ai encore une petite question sur le futur du spatial. Là, on parlait de l'encombrement. Par contre, au niveau, que ce soit commercial ou même au niveau du bilan d'utilisation de matière, les enjeux du spatial réutilisable, est-ce que tu as quelques... Il me semble que tu as quelques projets en tête, des démonstrateurs, etc. Voilà, si tu veux nous en dire un petit peu plus. On sait que SpaceX le fait depuis de nombreuses années et c'est un petit peu leur argument de vente. Voilà, côté CNES, côté Ariane, un petit peu où on en est, quels sont les projets Alors, il faut reconnaître que pendant très longtemps, les lanceurs réutilisables, les agences ont eu des doutes dessus, sur l'utilité et ce que ça pouvait rapporter. Parce que un lanceur réutilisable, il y a du matériel supplémentaire à monter sur le lanceur. Il faut prévoir une certaine quantité de carburant pour revenir. Du coup, le lanceur a une performance moindre. Et puis, il y a pas mal de maintenance et de réparation à faire entre chaque vol. Voilà. Est-ce que ça paye sa place commercialement ? La navette spatiale américaine, elle était partiellement réutilisable. C'était un objet technique fabuleux, je suis ultra fan, mais sur le prix de chaque lancement, du point de vue commercial, de ce que ça rapportait, c'était pas si évident que ça. D'accord, il fallait remplacer tellement de tuiles ou tellement de systèmes. Voilà, il y avait beaucoup de par tuiles exemple. thermiques à remplacer, par exemple. Et voilà. Bon, du coup, mais maintenant, SpaceX s'est lancé là-dedans, avec succès. Je peux pas dire trop de bien parce que c'est un concurrent, mais chapeau quand même, c'est assez spectaculaire, ces vidéos de lanceurs qui reviennent sur Terre parfaitement. Et c'est quelque chose où on s'est mis très sérieusement. Il y a plusieurs démonstrateurs qui sont en cours au niveau des agences. Il y a Callisto, il y a Themis. Callisto, c'est une coopération entre agences, entre le CNES, la JAXA, l'agence japonaise, et le DLR, l'agence allemande. Voilà. Le spatial est fou, il faut des partenariats. C'est pas chacun dans son coin. Là, on l'a vu tout au long. On ne peut pas le faire juste la France dans son coin. Il faut que ce soit vraiment à des échelles beaucoup plus grandes pour ces gros projets. C'est un beau partenariat. Ouais. Et puis, c'est sympa de collaborer avec des partenaires internationaux. Moi, personnellement, j'adore. Il y a Themis, qui est un démonstrateur de premier étage de lanceurs réutilisables, qui va utiliser le lanceur Prométhée. Et tout ça est financé par l'ESA et suivi techniquement par l'ESA et le CNES. Et puis, ça vous a pas échappé, il y a plein d'initiatives de micro-lanceurs qui émergent. Petite image en Europe et en France en particulier. Il y a eu un appel à projet. Justement, il y a eu des lauréats en quelque sorte ces derniers temps par le CNES d'ailleurs, ou par l'État. Je ne sais pas exactement comment c'était réparti, mais il y a une présélection de lanceurs qui sont en tout cas les plus avancés. C'est oui, l'État et le CNES se coordonnent pour des appels à projets et du financement. Et le CNES fait des partenariats avec ces startups de micro-lanceurs. Le New Space, donc, ces startups des acteurs privés qui arrivent et qui disent nous, on va faire notre petit lanceur, et vous, du coup, ça se passe comment ? Vous apportez un support on apporte un support. Ça peut être des appels à idées, ça peut être du financement supplémentaire. Les partenariats, on va les voir régulièrement. Et puis. Je vais pas détailler tout ça parce que je trempe pas du tout là-dedans. Non, bien sûr, mais en tout cas, c'est une activité, c'est une ambition forte du CNES d'encourager et puis d'aider ces startups à monter en maturité. Et ça permet aussi de tester à plus petite échelle des choses. Tu parlais du réutilisable. Justement, ça permet de tester. Voilà, c'était le lien. J'ai dévié pour justement. Ça permet, mais pas que ça. J'imagine que d'autres systèmes de propulsion ou autres, c'est un bon laboratoire en fait. Oui, c'est ça. D'abord, ces micro-lanceurs, ils vont avoir leur marché. Ils vont faire payer pour envoyer des satellites en orbite. Mais aussi, il y a un petit côté laboratoire, effectivement, pour tester des technologies de réutilisation.
parce que c'est plus facile de tester des technologies avec un petit lanceur qu'un très gros lanceur. D'accord, Voilà. ça se tient. Voilà. Du coup, t'as parlé effectivement on a parlé de petits lanceurs, t'as parlé de plein de briques au final pour faire pour le futur des lanceurs. Mhm. Tu sais peut-être pas, mais est-ce que au CNES, il y a un petit projet Ariane 7 ? C'est déjà dans un tiroir, il y a déjà le nom sur un papier ? Il y a eu des projets Ariane 7. On travaille toujours à des futurs lanceurs. Voilà. Mais là, on se concentre vraiment sur le démonstrateur. Les démonstrateurs dont j'ai parlé, Callisto et Themis, et le soutien aux startups. Voilà. Avec dans l'idée que c'est peut-être les startups qui vont amorcer Ariane 7. Voilà. Par exemple, MySpace, que je connais bien parce qu'il y a des gens du CNES, certains de mes collègues qui y sont allés, ont l'ambition de développer un micro-lanceur réutilisable. C'est pas encore l'échelle d'Ariane, mais je pense qu'ils vont monter jusqu'à 800 kg de charge utile en orbite basse. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Ouais. Des beaux jouets à envoyer. Voilà, et puis ça amorce les lanceurs de demain. Et puis on voit on voit comment on imagine Ariane 7 à partir de ça. Ok. Donc il y a vraiment un peu cette transformation du spatial. Ariane s'est quand même bien enchaîné jusqu'à Ariane 6, du coup le CNES, Ariane Group, enfin. Et donc maintenant c'est plus la place aux startups qui n'existaient peut-être pas avant, même au moment où Ariane 6 a été lancé, il n'y avait pas de startup. Là c'est vraiment un foisonnement de startups auquel on assiste. Je vais en citer d'autres, sinon je vais faire de la publicité déloyale peut-être. En France, il y a Hyperspace, je ne sais pas si je prononce bien, Latitude, il y a Dark, il y a Sirius. Et que en France, parce qu'il y en a aussi beaucoup dans les pays européens. En Allemagne, il y a RFD, RFA et ISAR qui sont bien avancés. En Espagne, il y a PLD. Et voilà, c'est un foisonnement au niveau européen. Et voilà, les agences ont une certaine priorité pour les faire monter en compétences en ce moment. Il y a toujours un foisonnement d'idées en spatial, et là il y a des gens qui se lancent, voilà, c'est assez impressionnant. Voilà, c'est très nouveau, c'est excitant. Il y a peut-être pas un marché pour tout le monde, hein, mais c'est un foisonnement très intéressant au niveau humain et technique. Du coup, faut suivre ça de près. On le suivra dans nos revues de presse régulièrement, avec plaisir. Quelle époque formidable. Et moi, je finirais bien. Bon, on a un petit peu dépassé le créneau, mais si t'as encore un petit peu de... Ça fait déjà 1h30 qu'on te retient en otage. T'as pas vu le temps passer, si voilà, c'est comme on l'avait dit, j'ai pas vu le temps passer. Je finirais bien juste sur le futur un petit peu de l'Europe spatiale, donner une vision un petit peu plus long terme. Il y a tout ce qui est le spatial habité, le retour d'une station, une station orbitale autour de la Lune. Ouais. Donc voilà, parler un petit peu de tout ce qui fait rêver un petit peu le commun des mortels sur le futur de l'espace, avec cette vision de l'Europe qui est un petit peu, il faut que ce soit du spatial assez proche, qui serve aussi dans notre quotidien. Donc voilà, nous donner un petit peu quelques clés pour finir. Oui, voilà. L'Europe et la France, elle met l'accent sur l'espace utile. De l'espace pour la Terre, c'était un slogan du CNES à un moment donné. D'accord. Voilà. Du coup, voilà, on insiste là-dessus. Ariane 6, ça nous donne l'accès autonome à l'espace. On a besoin de personnes dans le monde pour qu'on envoie nos propres satellites. Voilà. Et puis les satellites, c'est des satellites d'observation de la Terre et d'observation du climat. Ça permet de voir d'analyser finement comment évolue le climat pour prendre les bonnes décisions. Il y a des satellites d'observation à objectifs militaires qui servent pas mal actuellement, hélas. Il y a des satellites pour aider au transport maritime, pour optimiser les récoltes agricoles, voilà, pour observer ce qui se passe quand il y a des grandes catastrophes, pour optimiser l'organisation des secours, les satellites d'observation, ça sert aussi à ça. On peut vraiment tout faire avec un satellite, on met un peu n'importe quel capteur, faut le mettre à la bonne altitude pour arriver à voir quelque chose, et après on arrive à une source d'information qui est inégalée. Enfin voilà, on peut pas faire ça avec un avion, on peut pas faire ça. Oui. Et puis ouais, tout à fait, oui, c'est vraiment les satellites, c'est une utilisation particulière, parfois irremplaçable, et qui est de plus en plus dans notre vie courante. Il y a Galileo aussi, le GPS européen. Voilà, c'est tout un tas de
tous ces satellites institutionnels qui ont vocation à être lancés avec Ariane 6. Voilà, c'est de l'espace utile pour la Terre, de l'espace utile pour le grand public et pour l'emploi des États. Voilà. Et si on va un petit peu plus dans le futur... Voilà, là, c'était le côté utile et assez un peu court terme, mais par contre, il y a le futur et quand même les projets plus lointains. Il y a des nouvelles utilisations de l'espace qui sont évoquées, ça reste plus ou moins prospectif. Des usines dans l'espace, le space mining, aller miner les astéroïdes pour y trouver des matériaux précieux, du platine, du palladium, ce genre de choses. Des hôtels dans l'espace, des stations solaires spatiales, pour produire de l'énergie dans l'espace et la ramener sur Terre. Il faudrait quand même un câble, une grosse rallonge. Tu fais une grosse batterie qui tient bien et tu l'as. Non, en général, c'est par laser ou par micro-ondes qu'on envoie l'énergie vers l'espace. C'est plus ou moins prospectif, on verra si ça débouche un jour ou pas. Les agences y travaillent plus ou moins. Voilà. Et puis, il y a quelque chose que personnellement j'aime beaucoup, c'est le retour vers la Lune, le programme Artemis de la NASA, qui devrait envoyer des astronautes sur la Lune vers 2026, et peut-être un peu plus tard. Ça a toujours tendance à avoir du retard, ces grands programmes, mais c'est l'objectif. Voilà. Et avant ça, construire une nouvelle station spatiale autour de la Lune, la Lunar Gateway, voilà, où l'Europe va contribuer en construisant le module Esprit, qui est un des modules de cette nouvelle station spatiale. D'accord. Voilà. Ça va être incroyable. Quand même, ça fait rêver. Spatiales je pense que ça fait rêver tout le monde d'entendre. On a hâte de voir ça, oui. Ouais. La NASA a construit un nouveau super lanceur, le SLS, qui ressemble un peu à la fusée Saturne par sa taille et par son ambition. Voilà, et puis à côté ESA, il y a un lander lunaire qui est à l'étude qui s'appelle Argonaut, qui permettra de faire des allers-retours entre la Lune et l'orbite basse, et qui devrait être transporté en orbite lunaire par Ariane 6. Voilà, et qui devrait apporter sur la surface lunaire soit du cargo pour les astronautes qui seront sur place, soit des rovers, soit des expériences scientifiques, et c'est pas mal, c'est une charge utile inspirante pour Ariane 6 pour ces prochaines années. Donc c'est vrai, on n'en a pas parlé, donc Ariane 6 pourra emmener quand même des charges utiles en orbite lunaire. Ariane 6 peut arriver en orbite lunaire, effectivement, en orbite de transfert lunaire, voilà, pour apporter des choses en transfert. Et l'évolution Block 2 dont je parlais tout à l'heure, d'Ariane 6, ça va permettre d'apporter plus de choses en orbite. D'accord. Et ça va permettre d'apporter ce lander Argonaut qui a un certain poids quand même. Ok. Du coup, on a quelques questions du chat là-dessus. Si tu as encore quelques minutes à nous accorder, bien sûr, on ne va pas non plus te kidnapper. Selon toi, quel est l'intérêt scientifique de retourner sur la Lune, au-delà de faire rêver C'était le jeu. D'accord. Alors, il y a effectivement un intérêt scientifique. En particulier, comment la Lune s'est-elle formée ? On imagine qu'à un moment donné, il y a eu un impact, et un morceau de la Terre a été éjecté, et ça fait la Lune. Mais c'est une hypothèse qui reste à déterminer. Faut voir aussi quels matériaux, quelles ressources il y a sur la Lune. Le régolithe n'a pas montré qu'il y a des choses ultra précieuses dans le régolithe pour l'instant, mais peut-être qu'à certains autres endroits de la Lune, il y en a. Bon, dans le régolithe, il y a de l'aluminium, il y a du titane, ça peut être utile pour construire des choses, mais c'est pas ultra précieux non plus. Bon, peut-être qu'il y a autre chose ailleurs. Ça vaut peut-être pas le coup d'aller miner sur la Lune. Voilà. Ce qu'il y a peut-être de plus précieux, c'est l'eau. Parce que les astronautes, il faut qu'ils boivent, et aussi l'eau, ça permet de produire de l'oxygène, du carburant aussi pour des missions encore plus lointaines. Voilà. Et puis, faut pas se mentir, il y a un aspect prestige aussi. Les États et les groupes d'États veulent montrer qu'ils sont capables d'aller sur la Lune. Voilà. Les Chinois ont dit on y va. Les États-Unis ont dit puisque c'est comme ça, on y va aussi. Voilà, il y a une petite course. C'est bien, ça aiguillonne un petit peu les choses. Moi, je suis fan de l'exploration spatiale, de l'exploration humaine dans l'espace. Et c'est bien qu'il y ait une nouvelle dynamique qui se soit créée récemment.
Ah, c'est cool. Pour la science et pour la fame. C'est puis bien. ça- Voilà, pour la science Ouais. et pour la fame. Ouais, puis ça fait Exactement. rêver tout un chacun aussi. Ce côté exploration habitée, ça fait rêver des jeunes qui après vont aller dans l'industrie spatiale pour contribuer à d'autres projets. C'est vrai que ça entretient un tout, quoi. C'est sûr que ça donne- quand il y a Oui. des secteurs qui ont des ambitions comme ça, Oui, ça donne c'est envie. inspirant pour Voilà. les nouveaux ingénieurs qui veulent aller dans l'espace. Ça fait une perspective. L'exploration spatiale, ça aide à développer des nouvelles technologies aussi qui peuvent être utiles sur Terre après. Bien sûr. Vraiment, voilà, c'est tout un Voilà. programme. Et donc le CNES était embarqué dans tous ces programmes, même si on entend beaucoup, voilà, Artemis, c'est les Américains, mais non, le CNES participe forcément Voilà, par-ci le- par-là. Enfin voilà, il y a des tout est connecté et Ouais. vous participez Oui, à tous ces programmes. tout à C'est fait. ça qui est beau. Ok, c'est beau. Bah, super, merci beaucoup. Avant de te libérer, je propose qu'on fasse un petit tour de table de recommandations. On a l'habitude dans cette émission du coup de recommander, que ce soit du culturel, du scientifique, un livre, un film, un podcast, voilà, peu importe. Antoine, je te laisse commencer. Et ben c'est parti. Moi, je vais recommander, donc j'avais déjà fait une petite parenthèse voile il y a quelques temps. Je vais recommander le podcast Into the Wind, qui est produit par Tip & Shaft. Voilà, moi, on a déjà parlé, j'adore la voile. Et donc là, c'est très intéressant. Même si vous n'êtes pas passionné de voile, c'est quand même des super histoires. L'espace, ça fait rêver, mais les marins en haute mer, ou alors juste des sportifs olympiques, c'est des parcours assez intéressants et c'est assez inspirant pour même au quotidien. Ça permet toujours de prendre un petit peu de recul. Donc voilà, ça s'appelle Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Et c'est voilà, il y en a plus d'une centaine, je crois, je sais plus à combien on est exactement, avec des grands marins, des grands navigateurs qui sont passés par là. Donc voilà, je vous recommande ce podcast. Ça s'écoute très très bien, même quand on n'est pas non plus complètement ferré de voile. Mais super, merci pour cette recommandation qui change de d'habitude. Exactement. Alors on en fait trop d'émissions, j'ai plus de recommandations que aéro. À ton tour, peut-être Frédéric, si tu as quelque chose à nous partager. Oui, je recommande Planète. C'est une bande dessinée. Ça se passe dans un futur pas si lointain. Ça raconte les aventures des éboueurs de l'espace qui nettoient les débris spatiaux. Voilà, c'est devenu un vrai métier. Et voilà, c'est assez réaliste et c'est passionnant. Super, merci, on prend note. T'as réussi à ne choisir qu'une recommandation, du coup, t'avais pas Après, trop de... j'en ai plein d'autres. Hein. J'ai Artemis, c'est un roman là qui raconte la vie et les intrigues d'une base sur la Lune là. D'accord. Et puis mon film préféré récent, c'est Interstellar, évidemment. Évidemment, un grand classique. Voilà, grand Allez, classique. 3 recommandations d'un coup. Nickel, super, merci. Et alors, pour ma part, ma recommandation sera Ciné Tarmac 2024. Donc, c'est un festival qui se passe au musée du Bourget, donc sur l'aéroport du Bourget, tous les ans. Donc, il projette sur le 747 des films. Donc la programmation est disponible en ligne, généralement des films en lien avec l'aéronautique et le spatial. Et donc en plein air, on peut aller regarder ces films. Et c'est une manière un petit peu originale de redécouvrir des vieux films. Et puis projeter sur un 747, c'est quand même assez unique comme cinéma. Voilà. J'avais hésité avec une recommandation, mais on a un jour trop tard. J'ai vu ils ont fait un concours de saut à la perche en plein milieu du musée de l'air et de l'espace, aujourd'hui même. Mais du coup, c'est trop tard. Un peu tard comme recommandation, mais peut-être qu'il y a des vidéos qui Voilà, il y aura des traînent, petites vidéos. Renaud Lavillini devant les maquettes, les fusées. Devant les fusées. Super. Merci beaucoup Frédéric pour ta présence. Merci à vous. Super intéressant. Je me sens cultivé beaucoup plus qu'en rentrant dans ce studio. Ah c'est super. On a pu rentrer dans les détails, c'était génial. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette interview. Merci. C'était un peu trop long peut-être alors. Ah non, si toi t'as pas vu le temps passer, c'est parfait. Vu le temps passer, c'est que tu t'es pas ennuyé et nous c'était très intéressant. Et le chat te remercie également, ceux qui nous ont suivis. Merci à tous d'ailleurs de nous avoir suivis. Et donc on vous donne rendez-vous jeudi 27 20h pour la prochaine émission qui sera également sur le spatial. Donc suivez-nous sur les réseaux si vous voulez en savoir plus. Vous pourrez découvrir un petit peu qui sera l'invité. Donc voilà. D'ici là, n'hésitez pas à regarder un peu ce qui se passe du côté du CNES. J'imagine qu'on va avoir pas mal de contenu d'ici au lancement. Donc, oui, il y aura y avoir des choses pas mal sympas. De communication avant le premier vol. Oui. Donc on se tient informé. Merci beaucoup Frédéric encore une fois. Merci Antoine. Merci à Nicolas Technique. Merci Alexandre Eliam pour la préparation de cette émission. Et à bientôt. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.